Kenya. Il y a des pays où on sera meilleur que d'autres. C'est-à-dire que Afrique du Sud et Kenya, on sera infiniment meilleur qu'en Madagascar, par exemple. Mais parce que Madagascar, on n'a pas beaucoup de volume. En fait, les pays où j'ai beaucoup de volume, plus vous me donnez un pays avec du volume, plus moi je négocie avec DHL. Ok. Donc, c'est bon? Les gars, c'est vous qu'on attend. Ouais. Donc je t'envoie ça là. Ça s'appelle Anna, ma commerciale. Cool. Et elle parle anglais et français, donc elle peut, du coup, elle peut, n'importe quel client, elle peut accompagner. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ce que je vais faire d'abord, c'est comme tu me disais tout à l'heure. Ouais. Et j'ai compris donc qu'il fallait d'abord que moi je puisse échanger avec elle. Ouais. Ensuite, je vais parler à mes fournisseurs Ouais, voilà. dans ces 3 pays-là, Ouais. je te disais. Et puis, une fois que je les ai vus, la connecter avec eux. Ouais. Et elle va les aider à installer. Elle fait le reste, quoi. Et après, ils te feront des liens et tu peux payer autant de liens que tu veux, aussi souvent que tu veux, et ça te simplifie la vie. Donc, le paiement, ça simplifie. Ouais. Pour mon appro, ça simplifie. Ça simplifie. Tu verras les tarifs de logistique. Okay. Ah. J'aime beaucoup. Vas-y Fabrice, envoie la sauce. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Salut. Vrai. On connaît les vrais là. Voilà, c'est ça qui est bon mon gars. Ça, c'est les vrais. C'est ça qui est bon. Bon. Du quoi? Ça va? Ça va super, ça va super. Ouais. Ah. Un vrai plaisir d'être avec vous. Hein. Tu as laissé le écoute, tablier. Très content que tu aies pris le temps de passer, hein, franchement. Ouais, Dans ton agenda chargé, apparemment tu venais de nourrir encore les gens. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Chef Kofi est avec nous. Bah, écoute, comment tu te présentes Charlie maintenant aux gens? Quelqu'un qui te connaît pas. Donc je suis le chef Kofi. Chef et propriétaire de 2 établissements. Donc la Villa Alfira, située aux 2 plateaux, à Cocody 2 plateaux, et puis le chalet du chef, lui est situé donc sur la bande d'Azuretti à Bassam. Ah, je savais pas que t'avais ce truc. ça. Le chalet du chef. Ouais, c'est mon nouveau bébé. Ah, depuis quand ça? Très content. Il place ça comme ça. En douce, petit placement. C'est quoi? C'est comme la villa? C'est comment l'histoire? C'est quoi la... Bah, c'est dans le même esprit que la villa, mais dans une ambiance beaucoup plus balnéaire, un peu chill, en bord de lagune, très calme. Là-bas, l'idée, c'est de promouvoir aussi en dehors de la cuisine, plus du sport, parce qu'il y a du kayak, des balades lagunaires, et puis goûter un peu culture, parce que justement, j'ai des circuits à la fois food, plus visite de Bassam, du centre historique, et tout ça. L'idée, c'est d'aller sur un truc un peu plus complet. Ne pas avoir que de la nourriture à servir, mais d'inclure cela dans un ensemble d'offres un peu plus intégral. Mais de toute façon, ce qui te définit, c'est clairement, on sent que tu es toujours à la recherche d'expérience. C'est-à-dire que c'est comme si la nourriture était presque un détail, un prétexte. Tu vois, un prétexte. Mais c'est ton kiff, ton plaisir, c'est ça, c'est que les gens vivent une expérience. Oui, clairement. L'idée pour moi, c'est l'élément déjà qui me pousse depuis des années, c'est comment promouvoir mon Afrique. Oui. Ça, c'est vraiment... Ça passe par différents liens. Et effectivement, là où tu as raison, c'est que la cuisine est une excuse. C'est un moyen que j'utilise, si tu veux, pour crier fort que
je suis extrêmement fier de mes racines africaines. J'appartiens à un peuple magnifique, à une terre qui est bénie des dieux, littéralement, et qui a énormément à proposer et qui n'est pas encore à la place qui est la sienne normalement. Tu vois un peu. Et donc, c'est dans cette démarche-là, dans ce cadre-là que le business se développe, mais ce n'est qu'un moyen simplement de pousser ce récit-là, en fait. C'est passionnant parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, maintenant, on va faire la talakou. Officiel. Parce que bon, lui il dit juste il a un resto, la Villa Alfira, il y a 15 000 restos dans Abidjan, il y a 15 000 chalets à Bassam, là n'est pas la question. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, bon moi je dis toujours, Chef Charlie, la Villa Alfira pour moi c'est, j'appelle ça, pour moi t'es mon resto ivoirien préféré dans Abidjan. Parce que vraiment en termes de... C'est un honneur. De double expérience, parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, pour aider un peu c'est quoi la Villa Alfira, je trouve que tu as réussi à créer quelque chose d'exceptionnel déjà par la bouffe, parce que c'est gastronomique, sans être miniature, là. Parce qu'en général, gastronomique, tu meurs de faim. Non, clairement, ça, c'est mon sujet. Des portions. Voilà, c'est des vraies portions. C'est des vrais plats. Il y a plein de plats que j'ai découverts chez toi. Tu te souviens à chaque fois que je découvre plein de plats ivoiriens quand je vais manger chez toi et qui sont super bons. Mais en plus, tu as créé une expérience parce que du coup, tu sais, tu as tes petites pièces. Il y a beaucoup de gens qui font des anniversaires chez toi. Donc, c'est pas forcément un restaurant comme les gens l'imaginent. Allez voir la Villa Alfira. Vous allez voir, tu peux créer des mini-espaces. Tu crées vraiment, tu sais pas, tu peux expliquer un peu. Toi, comment tu définis la Villa Alfira? La Villa Alfira, c'est un espace, j'ai souvent multiforme. Effectivement, je pouvais, déjà, l'élément premier qui a constitué au niveau de la création de la Villa, je voulais que les invités aient une expérience. Parce que pour moi, je trouve ça presque un peu vulgaire, juste aller manger et puis partir. Ouais. tu vois un peu. Vulgaire. C'est clair. Sinon, tu fais un globo, quoi. Si c'est juste ça. Voilà, tu vois, faut réussir à offrir plus que ça. Tu veux toujours aller faire des trucs rapides. Toujours. Team Globo. Petit la taille. Sauf Villa Alfira. Donc, l'idée, c'est que les invités aient une expérience. Pour cela, donc, j'ai créé des salons privés où le service est sur mesure. C'est-à-dire que tu arrives, on prend soin de toi du début à la fin. L'espace est à vous, soit 2, 4, 6 ou 8. Et je trouve que lorsque tu es dans un espace privatif, tu peux plus te lâcher. L'expérience n'est pas la même. Et on peut faire une expérience, ça c'est extrêmement clair. Lorsque tu sais que tu es entre soi, tu te sens pas épié ni écouté, à ce moment-là, tu vas pas tenir les mêmes discours. Tu vas pas te lâcher de la même façon. Clairement. Les gens chez moi, Villa Alfira, ils viennent. Ils se lâchent, ils dansent. Parfois, des personnalités qui dans la vraie vie, enfin, à l'extérieur, tu les vois très carrés. Tu les vois dans un salon privé, ils sont là en train de danser, faire le show. Ils sont contents. Ils sont contents. Comme chez eux. Ils kiffent parce que ils savent que l'environnement est vraiment, c'est leur environnement. Ils se sentent comme chez eux, mais au restaurant. Ouais. Donc, c'est vraiment à la fois le cadre qui est multiforme. Donc, j'ai des salons privés, salle de réception. Également, on a donc 2 salles de réception. On a les jardins, auxquels je tiens énormément parce que... Ah oui, la piscine est finie ou pas? La piscine est finie, il faut que tu viennes. Ah, j'ai pas vu. J'étais pas au courant de ça. Magnifique piscine, pour le 300 mètres carrés. Enfin, c'est juste top. Et puis donc les jardins avec le motel, vous connaissez, j'aime beaucoup les fleurs. T'as mis les fleurs, partout, le côté nature et tout ça. Et donc j'ai des alcôves comme ça en jardin aussi, parce que parfois les envies changent. L'objectif ultime, c'est que lorsque je vais à la Villa Alfira, quelle que soit mon envie du moment, il y a un espace à la villa qui est dédié, qui est là pour toi. Tu as envie d'un environnement plutôt pro, business. Tu as une discussion d'affaires, une réunion d'affaires. Il y a un salon privé qui est là. Tu vas pouvoir accueillir ton partenaire autour d'un bon repas, ce qui va faciliter les affaires. Tu as un dîner amoureux, même chose. Cadre, on fait la décoration, mignon, enfin vraiment léché quoi si tu veux. Tu as un anniversaire, pas de souci, on a également des salles de réception. C'est ça. Tu peux aller jusqu'à 100 personnes et puis vous êtes là, on a tout le service à la fois logistique, nourriture, boisson, tout. Bref, on s'occupe de tout de A à Z. C'est des prestations clés en main. Mais dis-moi, comment tu... Parce que là, on parle du produit fini. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on en arrive là. Au départ, c'est une vision. Je suppose que tu as fait petit à petit. Là, vous étiez en train de dire la piscine est finie. Alors, je suppose que tu penses à la piscine depuis des années, tu vois. Donc, c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est même que tu nous emmènes même avant la Alfira. Tu vois, comment est-ce que tu en arrives déjà dans ce milieu de la gastronomie, tu vois. Comment est-ce qu'on devient chef? C'est ça. Avec beaucoup d'années. Que veut dire chef? C'est ça aussi parce qu'il y a plein de gens qui se disent chef. Chef. Tu vois, il faut vraiment que tu nous parles de cette relation que tu as avec cet univers. Juste petit interstice avant que tu fasses ça. C'est pas si cher que ça.
Moi, je pense que beaucoup de gens, quand tu décris l'expérience que tu donnes, les gens pensent que ça va les ruiner. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais au début. Quand on m'a dit la première fois, on va aller vérifier, j'ai fait, Seigneur, est-ce que j'ai l'argent pour ça? Donc, c'est ça. C'est quand même, ça reste. C'est pas plus cher que d'autres restaurants à Abidjan, c'est ça que je veux dire. C'est ça le point. Donc, je t'en prie, dis-nous un peu ta genèse. La genèse. La genèse, déjà, c'est un gosse à Paris qui prépare chaque week-end avec sa mère. Ah. Ouais, non, mais cuisine non-stop. Cuisine beaucoup. Et on partageait la bouffe avec les voisins. Enfin, tu vois le truc, quoi. Ah ouais. Elle aime préparer. D'accord. Et donc, chaque week-end, posé à côté, donc toutes les sauces, les trucs, tout ça, enfin, toutes les préparations. D'accord, mais Je fais ça. elle n'avait pas de fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont dire, mais comment un garçon s'est retrouvé à côté de sa mère à cuisiner? Je suis l'aîné. C'est toi qui dis ça. Les deux, non. Frère, arrête de faire genre. Je me fais la voix du peuple, putain. Il faut dire la vérité, monsieur. Dis-nous. Tu étais le plus âgé, mais normalement, c'est rare les garçons qui s'intéressent à la cuisine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais à la base, moi, j'aime manger. Ah, aussi. Ça, c'est le début de tout. Quand la vieille prépare, tu vois, là, j'ai une cicatrice là. Depuis tout petit, tellement j'aime manger. Les trucs qui sont au four, j'étais impatient. Je dis, paf, Tu prends. Je prends. Non, j'aime ça. Je trouve que manger, ça procure un bonheur. Je trouve ce qui est puissant, tu vois. Et puis, scientifiquement, c'est prouvé. Bien sûr. Les zones du cerveau qui sont activées au moment où tu as un plaisir gustatif sont les mêmes zones que lorsque tu as un plaisir sexuel. Exactement. Ah, je t'assure. C'est important. Donc, manger, c'est puissant, mec. C'est la vie. C'est la vie, La je t'assure. fascination pour la cuisine. Ouais, Mais là, non. t'as quoi? T'as 10 ans, t'as 12 ans, t'as... Quand tu commences à cuisiner. Ton premier plat avec Ouais, ta mère. mais Enfin, en tout cas, ouais, observer. autour de 10 ans. 10, 11 ans, à tout début collège. Et donc, non, 10 ans, tout 10 ans. Mais à ce moment-là, tu te dis, c'est ce que je veux faire ou Non, pas absolument forcément? pas. Absolument pas. Ah, ok, rassure-nous. Non, réellement, ça faut être réel. Pas du tout. À ce moment-là, c'est juste un kiff. Ouais. La maman prépare et tu squattes parce que tu l'aides, hein. Parce qu'à la fin, tu auras les premiers morceaux, tu vois. C'est ça. Je vais pas faire le mec et tout, tu vois. C'est ça. Donc, tu piques dedans et tout ça. Donc, bref. Petite enfance. Et donc, c'est vraiment elle qui a connecté. Et puis après, derrière ça, je suis issu d'une famille assez modeste, en fait. Ma mère est caissière. Tu Ta vois. mère était caissière. Ah, caissière à Carrefour. Ah, ok. Pour Très ne pas bien. les citer. Très bien. Depuis 40 ans. Et donc, bref, tu vois, elle a des revenus modestes, tu sais ce que c'est à Paris, donc c'est pas forcément évident. Et donc, assez tôt, tu cherches un petit job, tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir la vieille? Parce que, bon, tu es conscient des réalités, tu vois que C'est compliqué. le blé qui rentre suffit pas, c'est compliqué. Et c'est là, donc, j'avais un oncle qui était cuisinier, qui me dit, écoute, j'ai regardé et j'ai dit, attends, tonton là, il s'en sort bien. Donc, je suis tombé comme ça en faisant des extras au début. Je suis arrivé en cuisine. Ah, donc c'était Avec, ton premier extra, c'était vers quel âge que tu as commencé à bosser en Ah, cuisine? super tôt. Avant même l'âge légal, j'ai commencé à bosser à 13 ans, Joe. Ah bon. Ah ouais, ça c'est chaud ça, j'avoue. C'était ton premier boulot, tu dirais? Ouais. Avant même les petits boulots, t'as fait d'abord extra cuisine. Ouais, même pas que ça. Même, je bossais un peu à côté. Et je suis arrivé avec le chef Francis à l'époque. Je dis, ah, chef, je veux travailler. Il dit, mais toi, t'es petit. J'ai dit, ouais, je sais. Tu sais faire quoi? Je sais rien faire. D'accord, donc va laver les assiettes. T'as commencé à la plonge. Bah, forcément, tu sais rien faire. Mais c'est important que les gens sachent que même chef Kofi était à la plonge un À jour. la plonge, j'ai tapé un bon temps à la plonge parce que tu ne sais pas faire quoi que ce soit. Ouais. Donc, tu pars là-bas et puis tu évolues comme ça tout doucement en fait. De là-bas, tu vas voir les gars qui préparent les entrées, tu fais la vaisselle et puis après tu cours rapidement pour les aider, tu vois. Mais dans les dedans, c'est technique. Ouais. Tu réfléchis à, ok, il faut que j'apprenne en même temps, je mémorise les process, comment est-ce que les recettes et tout ça, tu vois. Je vais là-bas, c'est du surtravail. C'est comme si tu fais un dépassement de compétences pour pouvoir espérer passer au level supérieur. Mais tu vois, déjà, un peu. ça dit quelque chose sur la mentalité, parce que toi, tu as dit, je cherche un boulot pour soutenir la veille. Donc, tu aurais pu te contenter du fait que je fais la vaisselle, on me paye et je m'en vais. Mais toi, ce que tu dis, c'est que tu faisais la vaisselle et tu avais aussi ce feu en toi de toujours jeter un œil sur... Enfin, dans ton esprit, tu étais déjà à l'étape d'après. Ouais, parce que la chose qui m'a porté toujours et qui me porte aujourd'hui, c'est l'excellence. L'excellence ou rien. Tu arrives quelque part et c'est cette citation de Martin Luther King qui est vraiment qui est avec moi en permanence. C'est
Ce qui compte, c'est pas tellement ce que tu fais, c'est de le faire avec excellence, de le faire avec brio, de faire de telle sorte que derrière toi, on te cite en disant que ici a vécu Kay Lumumba, qui fut le meilleur communicant. Ah là, amen. Preach. Tu vois un peu le mouvement. Et c'est ça, en fait. Donc, tu arrives dans un nouvel environnement, que tu arrives en bas, c'est pas gênant à la rigueur. Mais ce qui a toujours été avec moi et dès tout petit, c'est de dire que je peux pas rester juste là. J'ai envie de faire comme ceux qui, dans ce couloir-là, dans cette industrie-là, sont les meilleurs. Je me projette là-dessus et j'ai envie de les ressembler. Depuis l'époque, là. Et donc, c'est comme ça, petit, tu dis, ah, je peux pas rester là. Et puis, je vois le chef qui est là-bas. Ah, ce qu'il fait là, c'est intéressant. C'est beau. Donc, je peux pas arriver là-bas immédiatement. Donc, tu vas d'abord essayer de faire avec les commis, les aider. Mais qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, du coup? Est-ce que tu saurais dire à cette époque, qu'est-ce qui t'a mis dans ce mindset d'excellence? Parce que très peu de jeunes à 13 ans sont comme ça, à mon avis. En vrai, faut être honnête, il y a une part, tu sais pas, en fait. Tu sais pas. Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est peut-être du fait des grands-parents, parce que je suis d'une famille quand même d'entrepreneurs, parce que même mes parents ont migré en France, c'est vrai. Mais ici à Abidjan. Et tes grands-parents avaient... Mes grands-parents, c'est une grande famille. D'accord, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au sens de... j'ai des oncles qui sont quand même entrepreneurs, qui sont ultra successful. Si tu veux, le grand-père pareil, entrepreneur également. C'est quoi le nom de ton grand-père, du coup? Jedri Kofi. Jerry Kofi. Ouais, Kofi Jedri. Ok. Voilà. Baba. Paix à son âme. Et donc, Baba, mine de rien, il a commencé comme tisserand. Il faisait des pains baoulés. À partir des pains baoulés, il a acheté un petit lopin de terre pour faire du cacao. Et à l'aube de sa vie, il avait des champs de cacao à l'appel. Il va chez CFAO, il paye les voitures cash sans trembler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, à l'époque, je parle. À l'époque, déjà, c'était déjà chaud. À l'époque, c'était déjà chaud. Donc, c'est pour dire que voilà, le vieux déjà était dans un mindset vraiment entrepreneur, dans un état d'esprit. Et ayant passé ma toute petite enfance avec lui, je sais pas s'il y a de cela, tu vois, de ce côté. Parce que je pense qu'il y a une partie qui est innée, au fait. Bien sûr. Dans ce genre de réaction-là. Et puis, il y a une partie que tu cultives, que tu entretiens, que tu choisis de développer ou pas, en fait. Ouais, ben c'est intéressant parce que Bezos, c'était pareil. Jeff Bezos, c'est son grand-père qui était très entreprenant, très manuel, qui l'a mis dans tout ce qui était création et ça arrive, hein, souvent. Mais excuse-moi de te poser la question, mais parce que les gens vont peut-être pas comprendre. D'un côté, tu dis que tes grands-parents étaient successful. De l'autre côté, tu dis que tes parents, c'était pas évident. Mais il y a eu un loupé générationnel, c'est des choses qui arrivent. Un quoi? Un loupé générationnel. Non, mais excuse-moi, pardon. Mais ça arrive, non, mais c'est intéressant parce que les gens imaginent que si ton grand-père est titre, tes parents n'étaient pas fortunés, c'est ton grand-père pas fortuné. C'est ça. Mais c'est pas forcément le cas. Et puis l'autre chose qui est super réelle, là je suis en train de vous faire des confidences de dingue, vous êtes terribles tous les deux. Non, comment ça? C'est des choses ultra personnelles, mais Mais tranquille, mais dis-nous. Mais si tu veux, c'est... déjà quand tu migres, quand tu vas en France, t'as souvent été déclassé par rapport à C'est vrai. Ça, tu le sais, tu vois. Mais je pense que même, c'est pour ça que beaucoup de gens, même Francis Ngannou dit qu'il déconseille aux gens d'aller en France. Tu vois, t'as un déclassement réel. Et parce que parfois, sur tes diplômes, soit tes trucs, soit ce que tu pouvais faire avant. Ma mère, elle était commerçante, si tu veux, avant de partir. Donc, quand tu arrives là-bas, bon. Ouais, et ils vont pas lui donner l'opportunité de faire du commerce comme ça. Exactement. Ouais. Donc, elle prenait les affaires au Ghana, les envoyait en Côte d'Ivoire pour vendre, elle allait au Bénin, etc. Mais t'arrives en France, tout ça, tu peux plus vraiment le faire, en fait. Donc, tu te contentes de ce qui est là. Et ce qui est possible. Ce qui est possible. Et puis, tu cherches aussi une sécurité par rapport à tes gosses. Tu vois, tu deviens maman, t'as un gosse, 2 gosses. Tu dis, bon, vaut mieux que j'ai un petit salaire. Mais qui est safe. Au moins là, c'est safe. Je peux nourrir mes petits avec ça. Et puis le reste, on verra. Mais bref, si tu veux, c'est un peu ça. Donc, la génération d'avant, plus successful que la génération intermédiaire. Et puis, la génération d'après, on essaie de relever le truc. T'essaies de revenir au même niveau. C'est beau. La même exemplarité, ma vision, c'est vraiment mon grand-père. J'admire énormément. Énormément. Parce que parti de rien, et puis avoir levé autant, je veux dire, en termes réaliser autant, fallait le faire. Et, sans savoir lire et écrire. Et cet esprit d'excellence, du coup, c'était dans tous les domaines de ta vie? C'est-à-dire, même à l'école, tu te disais, il faut que je sois le performant, ou c'était
quand c'était quelque chose qui te plaisait comme quand tu étais au restaurant? Non, à l'école, j'ai pris plaisir à étudier, réellement. D'accord. Tu vois. Mais faut que le truc me motive. Ah, c'est ça l'histoire. Faut que ça me transcende, en fait. D'accord. Et quand ça me transcende, derrière ça, tu sais te surpasser. Tu vas puiser l'énergie là où c'est, quoi. Tu vois. Ok. Donc, du coup, si on reprend le fil de l'histoire, Mhm. tu fais ces moments-là où tu découvres la cuisine, tu fais la plonge. Donc, C'est ça. petit à petit, tu découvres un peu le métier de comique, etc. Donc, Exactement, tu évolues tout doucement. voilà. Donc, raconte-nous du coup ton basculement vers le tablier. Mais déjà, c'est des années, au fait. Ah, C'est beaucoup d'années. C'est Ouais. beaucoup d'années où tu apprends, tu te tais, tu écoutes beaucoup, tu travailles énormément, un gros volume d'heures. Et puis, petit à petit, tu as des chefs des propriétaires d'établissements qui m'ont donné la chance. Donc, j'ai évolué tout doucement jusqu'à seconde cuisine dans différents établissements, donc à Versailles. À Versailles. Ouais, j'étais à Versailles. Mais ça, c'était à quel âge? Parce que du coup, entre-temps, t'avais quand même... T'allais à l'école, quoi, je sais pas. Ouais, j'ai poursuivi à l'école, j'avais un cursus scolaire Normal. normal. Mais là, tu parles de quel Mais âge? t'as toujours eu... En fait, j'ai toujours un bossé à job côté. T'as toujours bossé à T'as côté. toujours Quasiment. bossé à côté. C'est rare, hein. D'aussi loin que je me Ouais. souvienne. J'ai passé mon brevet en bossant. J'ai passé mon bac en bossant. Waouh. J'ai Ah passé tous mes diplômes successifs en bossant à chaque fois. Licence, master, tout ça en bossant. T'as fait une licence ou un master en quoi? Si je me souviens bien, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Ah, non, rien à voir avec la cuisine, en génétique. Donc, Génétique. En génétique. Ça, c'est quoi Mais ça? pourquoi? Alors, c'est intéressant. Là, on vient de finir. On a fait une petite avance sur l'orientation, donc on est curieux de savoir. Ouais. Quand t'as eu ton bac, ouais. pourquoi ne pas avoir dit je veux devenir cuisinier à plein temps? En vrai, il y a aussi la pression familiale, au fait. Ah, Non, faut dire- voilà, là on parle là. Non, faut que je le dise. Ouais. C'est pas que il y a tu vois ta mère qui galère vraiment, Ouais. tu vois, qui galère vraiment, c'est pas facile, et tu as cette vie là qui est la tienne, sans se plaindre quoi que ce soit, tu vois. Et elle te dit bon, elle te dit si tu étudies pas là, l'un des traumatismes entre guillemets, c'est tu vois quand j'étais gosse à Carrefour, t'avais plusieurs dans les rayons. Les rayons, les prix les moins chers Ils sont en bas. Ouais. sont tout en bas. Hmm. Tu vois, tout en bas. Et donc, quand on allait faire les achats, c'était constamment ceux-là qu'on payait. Ça me rendait dingue. Je dis, putain, vraiment, je vais bosser à l'école pour que cette putain de vie ne soit pas réduite Acheter ce qu'il y à a en bas. acheter ce qui est en bas, quoi. Hmm. Et donc, ma mère me disait, voilà, tu vois ça, c'est parce que, voilà, bosse à l'école. Donc, elle me faisait, entre guillemets, un peu peur avec ça. Et donc, j'avais ce truc où je lui dis, bon, même si tu veux faire la cuisine, sécurise avec ton diplôme. Ça mange pas de pain, c'est là, ça périme jamais. Ok. Tu déposes ça là. Et je dis souvent, maman, tiens, quand j'ai eu mon diplôme, je dis, bah, tiens, maman, c'est bon, je peux aller faire ce que je veux maintenant. Sérieux, tu l'as vraiment dit, tiens, prends le Littéralement, aujourd'hui, elle a accroché mon diplôme. Elle est plus fière que moi de ça, en fait. Parce qu'à la fin, ça me sert absolument à rien aujourd'hui, si tu veux. Et puis, ça définit même pas une personne ni rien, à la fin, la journée de mon diplôme, tu vois. J'avoue. Et donc, ouais, c'est plus pour la vieille. Et aussi dans ce souci de dire qu'il fallait quand même un minimum sécuriser le parcours au cas où, on sait jamais, tu vois. Mais c'est ouf, j'avoue, ça c'est un truc qui m'épate toujours. À aucun moment on t'a dit de faire des... C'est vrai que la cuisine n'est pas très bien vue, peut-être. C'est-à-dire que la cuisine n'est Non. pas vue comme un métier sécurisant. Pourtant, il y a toujours des emplois en cuisine. Ouais, et c'est exactement ce que mon j'essaie premier de chef m'a comprendre. dit. Il m'a dit, écoute, forme-toi bien, apprends bien. Et Pourquoi pas avoir fait une école de cuisine plutôt? Je comprends pas. J'ai fait une VAE derrière. Une quoi? Une VAE. Ouais, une validation Ah. acquise par l'expérience. Validation des acquis et expériences. Ok. Voilà. Ok. Pour C'est-à-dire convertir. que pour convertir tes années d'expérience en diplôme. Ok. Voilà. Mais tu pouvais pas faire les deux. Tu ne peux trop pas aller dur. suivre déjà même suivre les cours à la fac Ouais. et bosser. Ça devait être une horreur. Ça, donc, si tu- Hardcore. C'est, je pense, Parce que la cuisine, le c'est... pire moment de ma vie. C'est parce que tu as un côté, un travail qui est physique, qui demande vraiment beaucoup d'énergie, avec un gros volume d'heures. Tu fais un service, tu peux clôturer à 2h du matin, 1h du matin, 3h du matin. Tu clôtures, tu KO, tu es cassé. Et le lendemain, tu dois être assis sur les bancs à 8h. Frais comme tes camarades,
Qui n'ont rien fait de la soirée. qui ont dormi. Parce qu'à la fin, à l'examen, au partiel, c'est les mêmes feuilles que vous recevez tous. Quoi, Ouais. Wow. Donc, ouais, ça fait que du coup, les temps de boulot, c'était vraiment hardcore. C'était vraiment, vraiment hardcore. Et ça, t'y penses encore beaucoup maintenant à cette période-là ou Non, absolument pas. non? Mais est-ce que ça Tu regrettes ça a façonné quelque chose en toi, non? Parce qu'en fait, non, ça endurcit, c'est tout. c'est de la discipline. C'est de la discipline, ça endurcit. Ça permet d'avoir aussi un côté... Entre guillemets, je pense que les études m'ont beaucoup apporté parce que quand tu as un business, c'est pas que du manuel. Ah. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise avant tout. Et ensuite, je suis chef. Tout court. Ah. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Ouais. Mais dans ma démarche d'investisseur, dans ma démarche de chef d'entreprise, dans tous ces trucs que j'ai développés aujourd'hui, il a fallu quand même que tu puisses avoir un bagage théorique et une capacité à switcher d'un type de connaissances à un autre type de connaissances. Donc, c'est cette capacité à absorber les connaissances. C'est pas tellement la filière étudiée qui est importante, mais c'est ta capacité à emmagasiner les connaissances. Et à les à structurer. apprendre, à les structurer. C'est vraiment ce que j'ai appris le plus, c'est apprendre à apprendre. Et ça, c'est le truc le plus important que j'ai pu avoir à Bien acquérir sûr. à cette époque-là. Tu vois. Ah, c'est vrai. Parce que derrière ça, tu bascules sur j'ai pu me former en compta, en finance, pour pouvoir gérer un business. Mais donc rapidement, tu t'es dit que non seulement je veux évoluer dans le monde de la gastronomie, mais en plus, je veux en faire un business. Parce que tu aurais très bien pu se dire, Je vais juste, bosser chez quelqu'un. Bosser chez quelqu'un. Oui, non, mais en vrai, j'avais pas l'idée de business du tout au départ. Ah, ok. Non. Bon, remets-nous dans le contexte. Dans Donc, le contexte, tu es second commis. je suis second à Versailles. À quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans? 19 ans. Ouais, Ok. dans ces Ok. eaux-là. Donc là, Ok. tu fais tes Juste études, au moment génétique. après ça, je bascule, donc je poursuis mes études à Bordeaux. Mais du coup, tu peux pas être second quand tu es aux études. Ah, si. Toujours. Tu sais, tu bosses sur les deux fronts. T'es sur les deux fronts. Un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. À Et quand Bordeaux tu arrives... À Quel- Bordeaux, oui. Quel Bordeaux Bordeaux, j'étais à la fac de Talence. Mais là, à côté du terrain de foot. Enfin, c'est quoi, Bordeaux 2 ou 1? Non, Bordeaux 1. Bordeaux 1, ok. Ah, c'est Oh, c'est scientifique, mignon. quoi. Tu étais à Bordeaux aussi? Ouais, Bordeaux 4. Alors Économie. À Talence aussi. Ah, si. Enfin, non, à Pessac. À mais Arts et j'habitais métiers, du coup. Arts et métiers. Ah, métier, ben moi, j'étais justement juste avant la métier, on appelle ça la porte des étoiles. T'avais le petit pont, là, je sais pas si tu visualises. Si. Ah, là, tu vois. Et donc, mes cours La étaient ville de l'autre d'Alain côté. Juppé. La ville d'Alain Juppé. Ah oui, c'est vrai. Donc, bref, donc, arrivé à Bordeaux, tu bosses, tu suis les études. Donc là, c'était un autre resto, du coup, sur lequel tu bossais. Voilà, non, là, je passe chez une femme qui m'a fait confiance. Ça, c'est plutôt maintenant côté traiteur. Donc là, jusqu'à présent, j'étais plus dans un format restaurant, bistrot, gastro. Et puis maintenant, là, on passe dans un environnement traiteur. La réalité est complètement différente. C'est deux métiers différents, en vrai. Ah ouais? Ouais, Tu parce dirais? que en termes de logistique, c'est pas pareil. En termes de mise en place, d'organisation. Sur le plan organisationnel, tu fais la nourriture, mais toute la partie en dehors de cette réalité commune, le reste est différent. Ah, c'est marrant parce que chaque fois quand on voit quelqu'un qui a un resto qui mange, mais tu devrais faire traiteur. Traiteur. Ouais, nous, on est là, les guéous, là. En mode, tu peux faire ça. Non, c'est différent, c'est différent. Et tu penses que c'est difficile de passer de l'un à l'autre, tu dirais? Pour quelqu'un qui a un restaurant, un restaurateur aura du mal à faire traiteur, tu dirais? Faut qu'il commence doucement. Ah, parce que ouais, c'est... Et tu gères un groupe, mettons, tu fais des prestations de 15 personnes, de 20 personnes, et puis tu évolues comme ça doucement. C'est vraiment deux activités, tu dirais, séparées. C'est pas les mêmes compétences, tu dirais, pour les deux. Au cœur, c'est la même chose, mais la part logistique et gestion est tellement importante et détermine tellement la réussite d'une prestation de traiteur qu'il faut se former également à cela. Très Tu bien. vois, parce que les durées de cuisson sont pas les mêmes, les temps de cuisson sont pas les mêmes. Tu vas pas cuire de la même façon quand tu sais que tu vas délivrer à l'extérieur que quand tu vas délivrer au restaurant. Comment tu transportes toute ta logistique, tes serveurs, tes éléments, enfin tout est c'est vraiment différent. Quand tu veux vraiment bien le faire, quand tu veux offrir une expérience traiteur telle que comme si les invités étaient au restaurant. Tu vois. Donc, Et là, quand tu avances, donc tu es étudiant donc, en sciences cuisinier. génétiques et en même temps cuisinier, mais tu sais que quand les études vont finir, tu vas aller full cuisine.
Non, pas du tout. Là, pas tu du ne tout. sais toujours pas. Je commence à regarder le truc, à hésiter un peu parce que je m'amuse. C'est vrai, depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer que c'est vraiment un métier difficile. Ça, faut le dire. Faut le dire. J'ai enseigné, bon, on en parlera plus tard, mais je lisais à mes gamins. Je dis non, être cuisinier, c'est difficile. Très. C'est un métier où les postures physiques sont usantes pour le corps parce qu'on est debout toute la journée. Donc le dos, tout le corps lutte. C'est un métier où on a des heures en décalage, donc presque antisocial. C'est au moment où les amis chill que toi, tu es en train de travailler pour eux. Bah oui, c'est le moment des repas que les gens chillent. Voilà. Donc ça fait que sur le plan social, faut l'intégrer. Physiquement, mentalement. Mentalement et socialement. Ouais. Tu vois. Et donc, ouais, bref, ça, faut le dire. Et donc, bref, à Bordeaux, je fais les deux, avec ce va-et-vient d'études et boulot, mais tout en m'étant pas vraiment projeté. Pour l'instant, j'allais ma filière universitaire. Toi, c'était juste, je taffe le temps d'avoir mon diplôme. Voilà, c'est un peu ça, en fait. À ce moment-là, c'est ça que tu regardes, hein, c'est le diplôme qui est la finalité. C'est pas tellement le diplôme, parce que au mine de rien, c'était le diplôme initialement, et puis tu tombes dans une filière que tu kiffes, l'atmosphère est bonne. Enfin, l'étude même est vraiment intéressante, parce que c'est des études sur l'épigénétique, donc du coup, c'était sur comment transmettre d'une génération à l'autre autour des histones, bref, je ne rentre dans les détails, mais c'était vraiment, la partie des études était intéressante, en fait. Donc, t'aimais vraiment la génétique? Non, jamais. C'est pas genre vraiment à côté. Non, je kiffais ça, tu vois. D'accord. Mais en même temps, arrivé à un moment donné où tu finis les études et tu te rends compte que, en vrai, ce qui te fait kiffer le plus, c'est d'aller transpirer comme un fou furieux en cuisine. Sérieux? Je t'assure. Tu te dis, mais je suis maso, quoi. Mais quand j'analysais, je dis, mais attends, où est-ce que tu prends le plus ton pied? Je peux passer 20 heures, et j'ai eu à bosser largement plus de 24 heures sur des prestations. Mais tu le sens pas. Parce que le seul petit moment où le client est satisfait, ça compense tout pour toi. tu rentres dans la salle, on applaudit pour toi comme une rockstar. Parce que les gens ont bien mangé, mais vraiment bien mangé. Tu te dis, waouh! Ah, ça, le généticien, il a pas ça, quoi. Personne n'applaudit pour lui. Tu vois? Et puis, t'as pas ce côté aussi retour immédiat, dans le sens expérience immédiate de je travaille, j'ai le fruit, je vois mon évolution, je vois mon travail. Ouais, t'as la récompense tout de suite. La récompense, pas tout de suite, mais dans un laps de ton cours. Ouais. Tu vois? Et ça, c'était assez appréciable. Donc là, tu finis, tu as cette réflexion. Mais juste une petite question anecdotique aussi, mais je me demande toujours. Pourquoi ne pas avoir fait des études de management, par exemple, plutôt? Pourquoi génétique, du coup? Enfin, non, parce qu'en réalité, tu ne cherches pas à lier les deux. À lier les deux, absolument pas. Tu n'es pas dans une démarche de lier les deux, tu n'es pas dans une démarche non plus entrepreneuriale, même pas. J'étais extrêmement loin de ça. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir la génétique? Ça m'intrigue, parce que souvent, on dit que les gens choisissent des trucs par défaut parce qu'ils n'ont pas de passion. Toi, tu avais une passion. Ouais. Tu as choisi de faire un diplôme pour te sécuriser, mais dans un truc qui n'avait aucun... Qui me passionnait autant aussi. Parce que j'aimais la biologie, j'ai toujours aimé la biologie. T'aimais la biologie? Oui, énormément. J'aime toujours la biologie végétale aujourd'hui. Dans ce que je fais, ça se ressent. Dans mes assiettes, dans mon amour pour les plantes, dans mes projets même annexes, dans l'aménagement dont j'ai aménagé même la villa. Je fais pousser des mûres sauvages, des thym, bref, tu vois. Donc ça a toujours été là, en fait. Il y a un lien quand même, c'est que t'aimais vraiment la génétique. Oui. Sur la partie vraiment biologique, analyse. Exactement. Et transmission. Et chercher à comprendre. Comment est-ce que, de telle génération à telle génération, comment la transmission s'est passée? Pourquoi tel phénotype apparaît? Ou pourquoi tel autre ne n'est plus? Tu vois? Et c'était vraiment fascinant, en fait. Donc, j'ai vraiment kiffé mes études. Et j'avais vraiment envie de dire, OK, j'ai beaucoup hésité. T'as hésité, hein? Ouais, réellement, c'était pas forcément dit. J'ai vraiment hésité. Et c'est lorsque je me suis posé en me disant, OK, dans quelle branche tu prends le plus ton pied? Et ça a été simplement ça le facteur déterminant, c'est de dire, OK, lorsque je suis en lab, dans le laboratoire, c'est dans un environnement moins fun, en fait. T'as moins d'interaction. En même temps, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. L'interaction. J'aime l'interaction. J'aime les échanges, voir des gens. En fait, ce qui te caractérise, c'est que tu t'es toujours écouté. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que tu as toujours, à chaque moment clé, fait une pause, fait une introspection où tu te parles, en fait, finalement. Et tu t'écoutes.
Hey les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite avec ce podcast tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kai et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde. Oui, et c'est de la chance. J'ai la chance aussi qu'on puisse me donner cette liberté en réalité. Et là-dessus, je remercierai jamais assez ma mère parce que elle m'a tout le temps te mettant la pression, mais ça reste une pression gentille en fait. Voilà. Elle dit juste, fais gaffe quand même à la vie, tu vois, c'est pas si simple que ça. Veille à pouvoir être autonome demain, à te débrouiller matériellement, à ne manquer de rien. Pour le reste, fais-toi plaisir, mon fils. Parce que je pense que, comme tu dis, même ta mère, une caissière qui a pris le temps de cuisiner autant, de partager avec vous, il y a quand même une notion de plaisir aussi que tu as associée à la cuisine qui est... Je suis pas sûr que tout le monde dans ta situation aurait pu prendre la cuisine comme un plaisir et pas une corvée. Parce que j'entends des gens parler de la cuisine qu'ils doivent faire à des enfants, etc. Et certaines femmes, très légitimement, en plus d'un boulot, c'est juste l'enfer. Enfin, non, mais tu viens de dire à quel point c'est éprouvant. Je veux dire, c'est éprouvant, c'est réel. Il n'y a pas une seule fois où tu as dit, genre, la cuisine, alors que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup entendu les gens voir la cuisine comme étant, genre, limite, surtout pour des Africains, tu te dis, mais chez moi, il y a des gens que je pouvais payer pour le faire. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas forcément un truc... lui, il s'écoutait, mais même la façon dont il voit la cuisine, je connais pas beaucoup de gens qui voient la cuisine comme ça. Donc, c'est admirable que tu aies pu le faire. Hein. Bon, entrepreneuriat. Comment est-ce que tu bascules du coup? Ah oui, c'est vrai, parce que là, il faut rentrer dans le parce que là, il est toujours en mode commis, je suis là, je suis calé. Je suis machin. Non, après Bordeaux, donc déjà là, ça a été un déclic énorme parce que j'ai eu une opportunité mais formidable. Et c'est là où vraiment j'ai fait mes classes et j'ai appris énormément dans la cuisine, vraiment gastronomique et je dirais assez élite. Là-bas, j'ai eu le privilège de travailler pour de grands noms, de grands châteaux. Donne les noms là, vais-nous rêver un peu. Nous on connaît pas, non, c'est savoir. J'ai bossé donc on a eu donc le marché de Lafite Rothschild, on a eu le marché Lafite Rothschild. Ouais. Château Grenade, on avait à Saint-Émilion plusieurs châteaux.
Ça, c'est en tant que traiteur. Voilà. Ah ouais. Les Comme ça, châteaux, les quand ils font de la travaillaient- bouffe là-bas, c'est vous qui amenez. C'est que le château travaille en exclu avec nous. Mettons que toi, tu as un château, et tu cherches un traiteur qui va délivrer pour toutes les prestations que tu vas avoir dans ton établissement. Ah ouais. Mettons d'accord. les séminaires, les mariages. Ah ouais, tout ça. ouais. Les gens font des Donc, on séminaires traque. dans les châteaux. Ah ouais. Allez-y. Il y en a qui. Aïe, 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 Gaï, est-ce que tu entends ça? Encore bientôt. Ok, Bientôt. Non, c'est bien. Donc, du coup, ouais, c'est un peu ça. Et là-bas, si tu veux, tu as un niveau d'exigence hyper high. Mm. Parce que les gens payent très cher. Les clients payent vraiment Ouais. beaucoup. Mm. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur, la moindre petite tâche, l'assiette. Tu vois, c'est vraiment une pression énorme. Mm. À la fois à lier le volume à la qualité, à la précision. Tu dois adresser 500 assiettes, 300 assiettes, comme si tu en avais juste une seule à dresser. Mm. Sans tâche. Sans tâche, sans rien. Chaque élément à sa place. Chaque petite fleur est là. C'est que tu peux voir l'assiette comme quelque chose de déstructuré. En réalité, chaque élément posé a été posé minutieusement à cette place-là. Tu vois un peu. Et là-bas, c'était un vrai temps de formation. Durant des années, c'était génial. Génial. Tu fais combien de temps là-bas? J'ai fait quasiment 4 ans. Ah ouais, quand même. Pratiquement toutes tes études. Ouais, c'est ça. Donc, Mais après tes études, t'es non, resté là-bas. avant, à mi-chemin entre la fin de mes études et après mes études. Ah, t'es Et c'est à la resté fin de mes là-bas, études d'accord. que Tu as bossé là-bas. je suis devenu chef du traiteur. Donc, je suis arrivé là-bas comme second, Comme mousson. comme second de cuisine. Seconde cuisine. Ok. Voilà, comme numéro 2. Mhm. Et puis après ça, lorsque j'ai décidé de me mettre totalement Dans la cuisine. je suis passé on m'a proposé d'être le numéro 1 parce que j'avais justement j'avais grandi dans la maison. Étant plus jeune aussi, j'avais l'énergie, l'agnac et la capacité à enchaîner sur plusieurs châteaux, à ne pas dormir 3 heures sur 2 jours et à tenir. Donc, et à vraiment, malgré la fatigue, être toujours dans cette démarche d'excellence. Mm. D'excellence. Et ma devise, ça a toujours été vraiment l'excellence ou rien. Mm. C'est-à-dire que tu vises la première place ou tu participes pas à la compétition. Tu vois, Mm. ça. Tu vois un peu le schéma. Non, ça c'est la vraie excellence, on aime. Pas de prix de participation, pas de satisfaction du minimum de l'effort. Non. Voilà. Ok. Non. Donc là. Donc là-bas, voilà, bref, c'était vraiment formateur. Ouais. Et après ça, donc je vais à La Réunion. Eh. Ok. Oh, ouais. Je bouge à La Réunion, donc territoire français d'outre-mer. Pourquoi? Parce que ma femme. Ah! Entre-temps, ma femme est venue. Voilà. Attends, d'accord, oui, il faut situer, parce que là, oui, tu sais, pas passer comme ça sur une info clé. Attention! On est quand même chez SOA, bordel, on va pas passer comme ça. Il y a un peuple qui a des exigences. C'est ça! Donc ta femme est de la Tout d'un Réunion? coup, là, il fait Non, 10 000 pas du tout. kilomètres. Ma femme a été mutée à La Réunion. À Elle Mayotte. travaillait dans quoi, elle? Elle est enseignante. Ah, elle était enseignante, ok. Voilà. Donc elle était... Donc, elle passe au niveau de l'Académie de La Réunion, mutée là-bas. Donc, on est sur Mayotte et Réunion. Et Donc toi, tu l'as suivi? moi, je l'ai suivi. Ah, c'est rare, ça. Qu'est-ce qui t'a amené Donc, là-bas? à ce moment-là, se pose le choix. Tu dis, bon, je fais quoi? Est-ce que et donc, tu vas voir ta patronne pour lui dire, ouais. Et puis, j'avais là, entre-temps même lancé également un petit restaurant à Florac, dans un petit château. Attends, t'avais un resto en plus à côté? Ouais, j'ai lancé un petit Ah, donc établissement. t'avais quand même Mais tenté. c'est vraiment très modeste. Hein. Très, Ah ouais? très modeste. Très... C'était on ta est sur du première. Oui, on expérience. est sur du 30 couverts. Alfira aujourd'hui, c'est du 450 couverts. Donc, tu vois, c'est... Ouais, 30 couverts, ça me paraît beaucoup. Pour nous, en tout cas. Nous, non, c'est plaisantin, là. Non, pour un restaurant, c'est un nombre de couverts correct, quoi. D'accord. Voilà, c'est pas tout petit, mais c'est pas non plus, bref. Mm. Et donc, ma déménagement à La Réunion, on laisse tout, on laisse Bordeaux. Putain, j'avoue. Donc vous étiez mariés, du coup. Parce que c'est pas commun, hein, de partir comme ça. Non, on s'est mariés après. Ah, donc Tu c'est as ta laissé- copine à l'époque. C'était ma copine à l'époque. Donc tu as laissé ton poste de numéro 1 Ouais. chez le traiteur qui t'emmenait dans tous les châteaux Ouais. avec toute la Par amour, bourgeoisie. Joe. Pas amour. Ah, mon ami, là, tu vas devoir t'expliquer. l'amour Parce est que dans- là... Quand l'amour est dans ta dent. Attends, mais c'est intéressant parce que d'habitude, ça. Non, quand les gaillards, on n'entend pas souvent ça. Donc quand ça arrive, on va pas laisser ça. C'est intéressant. Tout laissé. Non, mais c'est intéressant. Donc, ouais, donc, tu t'es pas dit, non, mais tant pis, celle-là,
Elle s'en va à la Réunion sur une autre. Non, mais. Ou genre à distance. Ouais, mais Je tu vois, sais pas. c'était chaud. J'étais là, j'ai repensé à distance et tout, et je me dis, bon, allez, ça sera compliqué. Ça sera même très compliqué. Ah, tu pensais quand même que ça allait être compliqué. Ouais, clairement. Après, je me dis, bon, tu as quand même pas mal d'armes aujourd'hui. Tu as appris pas mal de choses. Entre-temps, ça faisait plus de 10 ans dans les cuisines. Dans la cuisine. Donc, tu dis, bon, il y a moyen que tu valorises ça d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais. Donc, saute le pas. Ok. Je vais mettre ma casquette de Moulay qui parle pour le peuple. C'est important. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? Voilà. C'est ça, mon gars. Les vraies questions. La prise de décision. Au moins, la prise de décision, ça faisait moins de 2 ans. 2 ans? Ouais. Moins de 2 ans, t'as suivi une go. Moins de 2 Ouais. ans. Tiens, non, mon ami, là, il faut que tu élabores parce que vraiment, le peuple veut savoir qu'est-ce que cette dame t'a fait parce que vraiment. Non, mais. Genre, enfin, objectivement, c'est même pas une question de c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste. Non. C'est intéressant d'avoir ton process parce que t'avais quand même investi beaucoup quand même. Investi beaucoup, arrivé à une situation, tu Ouais. es posé, tu as une situation financière entre-temps qui devient quand même assez intéressante et confortable. Tu as passé, entre guillemets, l'étape où tu sais que sans être milliardaire, je ne vais plus acheter... En bas, il a laissé le bas du supermarché et maintenant il est en haut là au niveau des yeux, là où c'est les bons prix. Donc, si tu veux, tu as une situation matérielle confortable, réussite professionnelle, mais en même temps, tu as quelque chose qui... Je me suis toujours, comme tu disais, je me suis toujours écouté. Je me suis dit, bon, je crois en... Vous allez vous moquer de moi. Mais on te continue, non, jamais, on se moque jamais ici, vraiment. Mais j'ai comme une foi en... Pour moi, il y a une certaine forme d'univers, d'énergie, si tu veux. Et donc, lorsque tu as une traction, tu es poussé vers quelque chose, résiste pas. Enfin, moi, ça a été mon truc. C'est vraiment... Tu analyses naturellement. Si tu as des freins objectifs qui sont là et des éléments qui sont vraiment au poussoir, tu n'y vas pas. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas vraiment de flow. Ouais, voilà. Quand le flow est bon, tu dis, écoute, non, je vais tenter le truc. J'ai assez d'armes au cas où ça vire bizarre. Je peux toujours rebondir. Donc tu avais quand même un peu de sécurité financière, tu t'es dit. J'avais la sécurité financière, un tout petit peu. Et puis, tu avais l'expérience, et c'est ça le plus important, dehors même de l'argent, le savoir-faire. Parce que lorsque je parle de 10 ans de cuisine, en réalité, on fait un volume d'heures tellement important. Oui, que c'est plus que 10 années. Que un cuisinier qui va bosser densément pendant 1 an, en réalité, il a fait 2 ans de métier. Ouais. C'est sûr, comparé à quelqu'un qui fait 8 heures par jour. Voilà. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire par. Bien sûr. Et quand tu es mon temps à Bordeaux, c'est un temps presque multiplié. Parce que tu es sur, pendant un bon temps, je sais même pas c'était quoi, j'ai jamais pris de vacances. Jour férié, c'est quoi ça? Oui, mais je vous ferai vous bosser fort. Bah voilà, tu vois. Le dimanche, non, tu bosses. Le dimanche, tu es en train de faire tes menus, ta carte, tu es en train d'organiser ta semaine. Donc tu bosses également le dimanche. Donc tu es sur un volume de travail assez dense. Et ce qui est génial, parce qu'au final, tu grandis, tu évolues en compétences beaucoup Très plus rapidement que rapidement, dans d'autres secteurs. C'est vrai. Tu vois. Donc le côté négatif, c'est que c'est hardcore physiquement. Ouais, c'est ce que tu disais. Et puis le côté positif, c'est que tu gagnes en densité. En autonomie. En fait, c'est le genre de domaine où quand t'es sérieux, tu progresses très très vite. Ouais, clairement. Tu progresses très vite. T'as même pas le choix en fait finalement. Ouais. Donc tu arrives à La Réunion et vous faites combien de temps là-bas? 2 ans. 2 ans et après Abidjan, c'est ça? Et après Abidjan. Et c'est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? 2 ans, c'est court hein, pour une affectation d'une enseignante. Non, généralement c'est parfois court. un peu plus long. Bien sûr. Mais c'était à Mayotte, effectivement. T'inquiète, mon ami. Je suis concentré, putain. Restons concentrés. Oui, je t'écoute. Non, moi j'ai voulu partir des îles. Parce qu'on était à Mayotte. Vous avez quitté Réunion pour la Mayotte. On était à Mayotte. En fait, c'est deux îlots de la même académie. Donc, c'est-à-dire qu'on Elle donnait cours dans les deux. Non, nous, on habitait à Mayotte. Et moi, mes gamins allaient en stage à La Réunion. Donc, j'allais très souvent à La Réunion. Parce qu'à ce moment-là, le boulot que tu as pris, c'était une école. C'est une école. J'étais enseignant. Ah, d'accord. Voilà. Oui, c'était ça. Le boulot qu'il a appris quand il est arrivé à La Réunion, c'est ça. C'est ça. À Mayotte, du coup. À Mayotte, c'est ça. À Mayotte. Et c'est la partie justement où quand maman disait d'étudier là, ça a joué. Ah bon, pourquoi? Parce que justement, pour pouvoir enseigner, il fallait un master. Si t'avais pas eu un master
Ah. Ça aurait été plus Donc, compliqué. Le truc qui etc. périme pas, là, tu l'as. Ah, c'est ça, hein. Merci le Tinti, il faut écouter Tu les mamans. ouvres le tiroir, tu dis... ah. Donc, bref. Donc, Donc, t'enseignais quoi, du coup? l'art culinaire. Donc, du coup, Ah, super. Ok. j'ai pu transmettre ce que j'aimais. Et j'étais vraiment heureux. C'était de très belles années. Et de là, donc, arrivé à Mayotte et à La Réunion où j'ai vraiment connecté, là, c'était la révélation, mec. Ouais. Jusqu'à présent, je travaillais uniquement, j'étais chef français avec donc des produits du sud-ouest, des produits de qualité que j'ai adoré travailler par ailleurs. Parce que vraiment, la zone de Bordeaux, pour moi, c'est la plus belle région de France. Oui, sur les vins, sur les trucs, sur les sont sérieux là-bas. Ah non, c'est du... Non, c'est magnifique. Non, très très belle région avec de très beaux produits. Et donc, mais c'était sur un segment très français, très gastronomie française. Et donc là, à La Réunion, tu arrives, tu te dis, j'ai eu comme cette sensation d'une aberration d'enseigner à mes gamins des plats ou des recettes avec des produits qu'ils n'ont pas autour d'eux. Ok? Lorsque les gamins quittent le lycée hôtelier pour aller à la maison, quand ils vont au marché, bah, c'est de l'igname qu'ils ont. C'est de la patate douce. Tu vois, c'est du manioc qu'ils ont. Voilà. C'est pas des... Pas des pommes de terre. C'est pas des pommes de terre ou je sais pas trop quoi, tu vois. C'est des produits vraiment, voilà, tropicaux. Et donc là, je me suis vraiment mis en tête de dire que parfois, même en prenant un peu le contre-pied de ce qui était dans le canevas de l'éducation nationale, parce que même si c'est en Outre-mer, ça reste un des référentiels français. Et donc, le gamin qui est formé à La Réunion ou à la Mayotte doit avoir le même cursus et le même contenu d'enseignement que celui qui évolue à Angers ou ailleurs, quoi, si tu veux. Ouais. Donc bref, là-bas, tu connectes avec les produits locaux, tu dis waouh, c'est une révélation. C'est trop bien, c'est trop bon, c'est trop puissant. Les épices, moi les épices, mec. Ouais, non, c'est là-bas tu reconnectes avec le féfé, le câblet, des choses comme ça. Tu sens, tu te promènes, c'est là. Ah merde, trop bon. Et puis en plus, dans cette zone-là, tu es au carrefour de plusieurs cultures. Oui. Au carrefour des Indes, ouais. de l'Afrique et l'influence française. Donc c'est vraiment magnifique. Et là, je me dis, non, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de vraiment développer d'ouvrir un établissement. Donc on sillonne pas mal de pays, toute la zone East Africa, donc Rwanda. Ah, t'as regardé le Kenya, Rwanda, c'est ce qui est proche de Mayotte. C'est ça. J'ai tâté Madame, mais c'était un peu compliqué. T'avais pas envie d'aller se balader là-bas. C'était un peu délicat. Afrique du Sud. Et puis bon, pas mal de pays de cette zone-là. Éthiopie. Où tu regardes l'environnement des affaires, le droit des affaires, comment ça se passe, l'accès au foncier, ce genre de choses-là. Ouais, parce qu'en restauration, c'est le foncier qui est le gros sujet. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi à ce moment-là, la Côte d'Ivoire ne vient pas comme une évidence pour toi? Parce que pour moi, l'élément premier, c'est pas vraiment la Côte d'Ivoire. L'élément premier, c'est l'Afrique. Et je le dis encore aujourd'hui. Je suis ivoirien, mais je suis avant tout panafricain. Je suis partout chez moi, en Afrique. Tu vois, et je vais régulièrement travailler au Ghana où j'ai des prestations. Je traverse la frontière, je me sens pas... T'as pas changé quelque chose pour toi? Ça change rien pour moi. Non, c'est Kofi après tout. Tout ça, c'est la même chose. C'est vrai que même tout à l'heure, tu me disais avant qu'on tourne que tes fournisseurs sont au Kenya, en Afrique du Sud. Donc en fait, même quand tu es ici, tu brasses toute l'Afrique dans ce que tu produis. Exactement. J'ai gardé ces connexions-là. Je voyage quand je peux. Un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'aimais beaucoup ça. Mais vraiment, dans cette Afrique qui est profonde, qui est riche, qui est pleine, qui a tellement à offrir, quoi. Ok. Et donc, bref, je tourne. Et donc, la Côte d'Ivoire n'est pas mon premier choix. Dans le sens de, je vais pas à l'Abidjan parce que je suis ivoirien. Mais j'ai envie d'aller dans un pays où qui puisse répondre parce que j'étais investisseur. J'avais de l'argent à investir. Ah, t'es quand même doué. T'avais quand même de l'argent que tu voulais mettre dedans. Voilà, t'as de l'argent à investir. Donc, du coup, tu vas le mettre dans l'endroit le plus intéressant. Là, on est en quelle année, là? Là, on est en 2017. D'accord, ok. Là, t'es pas dans le sentiment, en fait. Là, t'es vraiment dans il n'y a pas de sentiment. Là, zéro sentiment. T'es dans le business. Ouais. Tu as ton petit blé que tu as souffert durant des années. Ouais, pour mettre là-bas. Parce que toutes ces années, c'est des privations. Tu ne sors pas. Tu fais pas de teuf. Tu fais pas de trucs. C'est ça l'avantage aussi des gens de cuisine, c'est que ton salaire, tu peux le dépenser vraiment, en fait. Non, t'as pas le temps de le dépenser. Mais même dans les acquisitions, je veux dire, matériel, voiture ou autre, j'ai fait hyper sobre, quoi, si tu veux. Avec ma femme, on était en moto. Pendant tout le temps, on était à Mayotte. Voilà. Tu vois, tu te payes une petite moto et puis tu t'avances. Voilà, t'es pas payé un Mercal. Bah non. Financièrement, c'était pas...
Là, c'était pas pertinent. Et du Tu coup, vois. tu choisis quel pays à ce moment-là? À ce moment-là, je visite beaucoup de pays, Ouais. et puis dont la Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis, objectivement, j'ai le dossier de tous les pays, Ghana, Éthiopie, tout ça, c'est posé sur la table. Et j'analyse plusieurs facteurs. Mhm. Les facteurs les plus importants étaient l'accès au foncier, le droit des affaires, comment ça se passe et tout ça, parce que dans certains pays, les impôts sont pas pareils. Ouais. T'es obligé d'aller avec un local. Un local pour Ouais, pouvoir- au Kenya, c'est Oui, l'enfer. oui, oui, oui. Au Kenya, l'imposition est différente, on le connaît bien. C'est très dur. C'est extrêmement compliqué. Les gens parlent mal de la Côte d'Ivoire, mais ils sont pas allés au Kenya. c'est Non, pour non, ça. non. Et C'est extrêmement dur. extrêmement compliqué. Je dis souvent, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus libéral d'Afrique. Là, c'est ça. Voilà, moi, ça, je pense faut que- vraiment le savoir. Je pense que le Rwanda s'approche maintenant. Le Rwanda, l'accès au foncier est beaucoup plus compliqué qu'ici. Ah oui, le foncier, c'est Le foncier te freine. J'étais à Kigali. Va payer un terrain à Kigali, Joe. c'est impossible. C'est chaud patate. Mais oui, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette limite sur le foncier. On en a parlé dans notre superbe programme S'installer en Côte d'Ivoire. Exactement. On vous Et remet c'est- le lien. On vous remettra le lien. Ouais, mais c'est vrai, on va réouvrir. On va rouvrir bientôt, donc on va remettre le lien pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai, t'as raison. J'oublie que le foncier, c'est pas foncier, le. Moi, je pense au fiscal, mais c'est vrai que c'est le. Non, sur le plan fiscal, oui. Clairement. Sur le plan de la création de société, oui. Oui. Le Rwanda est en pole position. Quand un pays donne autant de liberté sur l'achat de foncier aux étrangers, C'est rare. c'est très rare. C'est là que tu mets le niveau de libéralité Au maximum. Oui, parce que la Et la terre, Côte d'Ivoire, c'est la terre des C'est la locaux. terre. ouais, voilà. Normalement. Mm. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, lorsque un pays ouvre sa terre autant à l'étranger, quelle soit la nationalité, qu'elle soit d'où tu viens, Ouais. et pour moi, il n'y a pas plus libéral que ça. C'est vrai, j'avoue, tu vois. c'est un très bon point que tu mets là, que on ne dit pas assez souvent sur la Côte d'Ivoire par rapport au reste de l'Afrique. C'est vrai. Ah non, clairement. C'est pour moi le pays, j'ai fait 2-3 pays, et c'est vraiment le pays le plus libéral. Quoi. Ouais, c'est clair. Même au Nigeria, tu peux pas acheter comme peux ça. pas les comme terrains. ça. Non. Au Ghana, tout près là, tu peux pas comme ça. Au Ghana, même créer une société, tu peux pas si t'as pas un Ghanéen dedans. Exactement, c'est très compliqué. Très Donc, c'est tous ces paramètres-là que Ouais, j'analyse. t'as analysé. Et puis, étant d'origine ivoirienne, étant ivoirien, je me suis dit, ah bon, C'est voilà, plus facile. allez voir chez toi quand même, analyse. Et puis quand je voyais, je dis, attends, ah ouais, ça c'est ok. Ah oui, attends, mais. Quand même. Le pays est séduisant. Mm. Sur un plan purement objectif, pas parce Ouais, que je suis plus ivoirien. En plus, 2017-2018, c'est intéressant. C'est C'est la intéressant. belle époque, ouais. Là, on est tous atterris. Exactement, ça bouge bien, c'est dynamique. J'ai dit, bon, Joe, on dirait que ça là, il faut poser tes bagages. Mm. Et puis, c'est comme ça on commence à investir dans du foncier, dans des choses. Et puis, un peu. Madame valide, Côte d'Ivoire. Madame valide Côte d'Ivoire parce qu'elle aime la nourriture ivoirienne de fou. Et donc, du coup, non, elle a validé immédiatement. Mais en fait, je viens de demander, j'ai oublié de demander, elle est ivoirienne, elle est quoi Non, elle est française. Ah, elle est française. Ah, tu vois, j'ai pas demandé du tout. Je viens d'y penser à ce que tu dis, elle est Mais, nature ivoirienne. Je me suis dit, mais en fait, dans ma tête, elle était ivoirienne. En fait, tu vois pourquoi j'ai. Non. Ok. Et non, donc du coup, on a Donc, t'as déménagé ici. déménagé ici. Mais du coup, t'as Ok. acheté le terrain de la Villa Alfira. C'est-à-dire que sur l'acquisition du foncier, c'était extrêmement compliqué parce que justement, lorsque tu arrives, ça te coûte Extrêmement cher. Ouais. Donc, comment t'as Donc fait quand tu finis de faire ton acquisition, tu n'as plus d'argent, entre guillemets, pour pouvoir Construire. développer, construire et tout ça, tu vois. C'est très compliqué. Mhm. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que mon projet a pris énormément de temps. Donc, tu es sur un espace vide où tu dois donc développer tout doucement. Tu ouvres un petit coin. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas la Villa Alfira, on est quand même sur 3000 mètres carrés. Ouais, c'est Avec, hyper grand la Villa Alfira. C'est très grand. On a 27 pièces. Donc, en termes de rénovation, de réhabilitation, c'est très long. Donc, tu fais doucement. Donc, quand t'as Mais- commencé le terrain, il y avait rien. Non, il y avait le bâti qui était magnifique. Il y avait un bâti qui était en mauvais état, mais qui était magnifique. Mais que tu as acheté, toi, du coup. C'est-à-dire qu'il était vraiment... Il y avait un potentiel initial. Mm. Mais tu l'as choisi comment Non, coup de cœur. Coup de cœur, sérieux. Ouais, coup de cœur. C'était vraiment... Parce que je pense que beaucoup de gens, quand ils commencent la restauration, effectivement, ils vont juste louer, quoi. Ils cherchent un local. C'est ça. Et toi, t'as voulu dès le début acheter. C'est-à-dire que c'était vraiment un coup de cœur. Tu vois le truc, tu aimes, c'était vraiment un coup de cœur. Et puis après, là, maintenant, tu échanges et tu avances. Mais là, C'était tu avais bon. déjà la vision de faire un endroit où il va y avoir des expériences, enfin ce que tu nous as décrit au départ, plusieurs pièces, plusieurs salles, un truc intimiste où les gens... Tu avais déjà cette vision-là? Parce que comme dit Moulay, quand les gens ils veulent faire un restaurant, ils prennent un ancien restaurant qu'ils rachètent ou tu Et vois, puis ils ils font prennent... avec. Ouais. Mais toi, l'idée d'acheter une villa... En fait, l'idée pour moi,
c'est déjà le gros défaut et qualité. Enfin, c'est un défaut en même temps, parce que c'est pas toujours s'écouter comme ça. Mais je fonctionne beaucoup à l'intuition. En termes de, je pense, en termes de business, il y a une part qui est presque indicible, au fait. Où, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que tu sens le mouvement. Tu vois, tu sens que, ok. C'est là que ça va C'est là où ça va se faire. Je sens que c'est là où ça peut vraiment prendre. Et tu arrives dans la maison, tu te déploies au début. Le projet s'est constitué au fur et à mesure. C'est-à-dire que... Quand ça a commencé, parce que j'essaie de peut-être te remettre à l'époque, ce qui est intriguant aussi, je pense, pour beaucoup de gens qui nous écoutent sûrement, ils vont se demander, mais en fait, déjà, il a fait un crédit, pas de crédit, c'est juste de l'argent individuel. Non. Comment tu réussis à... Quand tu démarres au début, tu as déjà des économies. D'accord. Tu as déjà des économies, comme je disais tantôt. Et dans les projets, et je repense à Philippe Simo, qui parle souvent du fait que en matière de business, le choix le plus important, c'est le choix de ta femme. Oui, c'est vrai. Paradoxalement. C'est-à-dire que le choix le plus important a été le choix de mon épouse, parce que elle a adhéré au projet et a accepté tous les sacrifices durant toutes ces années. En disant, on a des revenus plutôt confortables, très confortables, mais malgré ça, on va pas vivre en plus Mayotte, la Réunion, enfin le cadre de vie c'est magnifique, t'as envie de voyager, mais tu vis avec 25% de vos revenus. C'est ça qu'il faut dire. Et tu épargnes le reste. Vous vivez avec 25% de vos revenus. Ouais, mais effectivement. Depuis Bordeaux déjà, j'épargnais beaucoup. En même temps, il fait il peut pas sortir, l'occasion il va pas manger au resto. Attention, dis pas ça, parce que beaucoup de gens dans la cuisine sont des gens qui prennent de la drogue. Non, je suis désolé, Kaï, mais tu peux pas. En fait, il faut qu'on soit réel. Enfin, à un moment, il faut qu'on soit. Non, mais attends. Non, mais tu fais comme si. Charlie, non, mais attendez. Non, je suis désolé. À un moment. Non, mais t'es en train de dire qu'il faut l'applaudir parce que. Non, c'est pas ça. Ce que je dis juste, c'est que. Il est en train de critiquer les cuisiniers. C'est qu'elle est c'est pas ça. C'est que tous les cuisiniers finissent pas à acheter du foncier de 3000 mètres carrés. En fait, il faut que tu vois, le delta, et c'est là où il dit il n'avait pas un lifestyle de dépensier. Mais c'est son lifestyle dont on n'a pas parlé particulièrement. Tu vois, on a parlé un petit à petit de sa femme, et ce qu'il vient de dire là, je connais très peu de gens qui vivent avec 25% de leur revenu, Kaï. Cuisinier ou pas cuisinier. Même des cuisiniers, je peux te donner des gens qui sont... Je vais te donner un exemple. Quand j'étais chez Alstom, par exemple, il y avait les gens qui vivent sur les forages. Tu sais, les ingénieurs pétroliers. Très bien. Masse d'oseille. 2, tu peux rien faire avec ton oseille. Tu es sur un puits au fin fond du Canada. Tu sais, en fait, à un moment, il n'y a pas d'option. Tu sais, c'est juste, tu es au milieu de l'eau, il n'y a rien d'autre à faire. Ces gars-là, la plupart, n'arrivaient pas à épargner. Donc, c'est pas juste une fonction du métier, c'est pas une fonction de l'opportunité. C'est pouvoir faire le rêve que tu as eu, ça a été vraiment, comme tu dis, tu l'as dit, en fait, tout à l'heure, tu le disais, il y a beaucoup d'efforts. Mais comme tu dis, 25% des revenus vivre avec, je connais pas beaucoup de gens qui font ça. Mais après, voilà, c'est... Il faut que ta femme, effectivement, elle soit dans le deal. Ah ouais, c'est ça. Parce que mon gars, tu fais pas ça. C'est pas toutes les femmes qui vont accepter ça. Voilà, elle va se dire non, j'ai envie de me faire plaisir, je veux voyager aussi. Et chaque voyage, il n'y a aucun voyage quasiment qui était un voyage simple. Tous les voyages étaient des voyages business avec un temps... Obligatoirement. C'est la vérité. C'est la vérité, mec. Mais c'est ça. Je vais pas voyager cadeau, payer un billet d'avion pour aller à Djobourg pour faire quoi? C'est d'où Djobourg, hein, non, c'est mal d'où, c'est vrai. Mais t'es pas au niveau où tu peux kiffer. C'est ça. Tu n'es pas à une étape de ta vie où tu peux réellement enjoy le monde. C'est ce que tu disais. Tu as vu la vie comme une étape avec un plan. La plupart des gens, quand l'argent arrive là, c'est maintenant. Et puis ils vont te dire, avant là, j'ai trop souffert. Comme toi, tu as souffert. Donc maintenant, je dois enjoy. Enjoy à bloc. Ouais. Non. Pour moi, ça n'a pas été ça. Ça a été vraiment... t'es dans une séquence où il faut vraiment que tu bosses dur. Et puis, objectivement, c'est pas le moment de... Tu n'as pas mérité d'aller dilapider de l'argent. Bon, maintenant, la grande mérite, question. en fait. D'accord. Bon, maintenant, la grande question. Est-ce que maintenant, tu as mérité? Aujourd'hui, j'estime que je n'ai toujours pas mérité de dilapider, de claquer des sous sans, entre guillemets, sans compter. D'accord. Tu vois? Attention. Petite pause. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez
qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu. C'est dans la description juste en bas. À très vite. Hello, cette semaine dans Inside SOA Tribe, retour sur l'épisode 83 du podcast avec un décryptage de la série Billions et du mindset des milliardaires. Dans les discussions cette semaine, cherté de la vie à Abidjan et effondrement des prix de l'immobilier en Ile-de-France. Dans la rubrique Sharing is Caring, comment obtenir une certification Amazon Business et pour les parents de la tribu, comment aider et traiter les enfants qui ont de l'anxiété. En Congossa Business cette semaine, la BGFI est en pourparlers pour le rachat des parts de la Société Générale au Cameroun et au Ghana. Dans l'actualité de la tribu, Déborah a créé des calendriers avec des proverbes africains que l'on retrouve en France, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Laetitia, quant à elle, a créé un jeu de cartes éducatif mettant en avant les personnalités afrodescendantes ayant accompli des exploits. Marcel donne une masterclass sur l'achat de terrain en Côte d'Ivoire et Abdoul est en pleine préparation de son projet d'école. On lui souhaite bon courage. Aquabas chaleureux à nos nouveaux membres cette semaine. Déborah, Pernel, Rémi Ange, Orti, Serge, Chris, Nora, Gaël et Eric. Bienvenue dans la tribu la plus chic au monde. Et enfin, vous retrouverez 2 profils cette semaine. Jean-Claude, le nouveau monteur vidéo qui a rejoint la team Gazette, et Prisma, très entreprenante et engagée dans ses projets. N'oubliez pas, chaque semaine, de nouvelles opportunités de grandir ensemble. Bye guys! Aujourd'hui, je suis sur plusieurs projets. Et effectivement, lorsque ces projets arriveront en maturité et que l'argent généré, pour moi, c'est vraiment un plan financier. Tu as un plan déjà? J'ai un plan qui est établi. L'objectif, c'est que ce qui est en place génère des intérêts, de l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est avec cet intérêt-là que tu replaces. Non, que tu places. Et c'est le fruit de ce placement maintenant que tu peux enjoy. Que là, je peux enjoy. Et là, je peux zouker dedans comme il faut. Voilà, comme il faut. C'est ça qu'on veut entendre. Mais du coup, tes investissements aujourd'hui, ils sont uniquement dans tes restaurants ou Non, dans d'autres aspects également? Dans d'autres activités. Ok, parce que j'allais dire, à terme, parce que tu incarnes quand même pas mal l'aspect restauration. Tu vois, donc si c'est des investissements où tu dois aller travailler tous les jours, c'est compliqué. Donc tu investis dans d'autres trucs, immobilier, tout ça? Dans le foncier. Foncier agricole, beaucoup, parce que je suis très attaché justement c'est un gars des plantes et de l'agriculture. Clairement. Donc il a acheté de l'agricole. Famille d'agriculteurs, donc j'ai ça dans mes veines. Donc beaucoup d'agricole, donc du foncier par les restaurants, avec la nouvelle acquisition que j'ai faite justement à Bassam. Très bien. Tu as donc du foncier, beaucoup de foncier. Tu as aussi l'art. On ne le dit pas assez souvent, mais... c'est vrai que la villa a quand même des très belles pièces. Je considère pour moi l'art comme un secteur d'investissement dans lequel j'ai placé aussi des sous. Et des sous toujours orientés autour de l'art africain et tout ça. Des pépettes sur certains artistes. Donc tu fais des placements donc, dans l'art, dans le foncier, dans l'immobilier un peu, et puis dans la restauration, qui est la zone, la partie la plus connue, si tu veux, de mes activités. Quoi. Ok. Mais c'est quoi la différence? Quel est l'avantage d'être propriétaire des murs de son restaurant? C'est pas forcément quelque chose de positif en tant que tel. Faut pas voir ça ni encourager les gens. Faut pas voir ça comme une finalité. Non, pas du tout. Quelqu'un qui rêve d'avoir un restaurant. Non, absolument pas. Absolument pas. T'es propriétaire. Ça dépend de la stratégie que tu veux mettre en place. C'est vraiment une question de stratégie. Voilà, et du fonds et du capital dont tu disposes. Si tu as assez de cash pour te faire plaisir, pour acheter, c'est pas toujours bon d'acheter d'ailleurs parce que ça t'immobilise ton cash. Ça fait que ton argent n'est pas liquide. Tu ne peux pas le prendre d'un compartiment pour aller dans l'autre compartiment. Et donc, ça durant des années. C'est-à-dire que si j'ai pas fait d'acquisition immobilière, il était plus facile de pouvoir faire circuler l'argent dans d'autres secteurs. Tu vois. Donc, ça coince ton argent. Celui qui a envie d'ouvrir un restaurant. Et puis derrière, ça faut aussi avoir à l'esprit que ça te coince en termes de prise de risque. C'est-à-dire on dirait qu'il n'y a que des inconvénients. Non. Je veux dire, c'est juste le laps de temps. Sur un temps court, c'est pas forcément la meilleure stratégie si tu n'as pas beaucoup de fonds. Si tu n'as pas beaucoup de fonds, loue ton mouvement,
pour faire un test d'abord. C'est ton premier restaurant. Honnêtement, moi, j'ai fait le parcours qui est le mien, mais je suis pas sûr que je le conseillerais à quelqu'un de le faire. Parce que c'est pas forcément le moins risqué. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur un premier restaurant, tu sais pas si ça va marcher. Tu es dans un pays que tu ne maîtrises pas. Des clients que tu ne maîtrises pas. Jusqu'à présent, Tu considérais que tu maîtrisais pas la Côte d'Ivoire? Non, parce que je venais pas. Ouais. Pour rappel, ma mère était caissière, donc du coup, elle paye pas des billets d'avion chaque week-end, chaque vacances. Ouais, donc tu venais pas tout le temps à Paris. Je suis jamais venu en Côte d'Ivoire quasiment. Ah, il faut le dire, c'est vrai. Donc tu grandis même hors de la Côte d'Ivoire, complètement. Et c'est vraiment bien après que tu te reconnectes. Et c'est pour ça que j'avais cette distance facile avec le côté où il n'y a pas d'amour initial trop puissant. Trop patriotique, ouais. Trop patriotique, tu vois. Et ça a permis de dire, OK, checkons les pays de façon plus objective parce que je vais pas me laisser polluer par ce côté. J'y vais chaque vacances, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, etc. tu vois. Même si aujourd'hui j'adore mon pays et j'aime profondément ma terre, bien évidemment. Donc bref, on disait quoi? Je disais que non, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Ouais. Parce qu'en start, quand tu loues, si ça marche pas, tu rentres ton fonds de commerce. Et puis ton fonds de commerce et puis tu avances. Donc c'est beaucoup moins risqué d'aller sur une location quand tu maîtrises pas que d'aller sur l'acquisition. Et puis derrière ça, quand tu es sur l'acquisition, c'est que tu t'inscris pas, non, t'es pas restaurateur, mais tu as une casquette investisseur. Et tu inscris dans un schéma d'investissement. Ouais, donc tu réfléchis à ton bien comme un investissement immobilier à rentabiliser. Exactement. Avec un loyer qui te paye, avec un schéma comme ça. C'est pour ça que tu as fait beaucoup d'activités aussi, comme des événements dans le lieu. Parce que toi, tu vois pas la bouffe, c'est juste une activité qui doit amortir le bien. C'est ça. C'est pas l'alpha et l'oméga du lieu. C'est ça. Toi, tu as un espace à rentabiliser, c'est la rotation des actifs dessus qui t'intéresse. Exactement. Combien de gens viennent et combien... Exactement. Tu prends Azuretti, l'objectif, c'est pas tellement l'acquisition pour l'acquisition, mais c'est plutôt, OK, dans quelle mesure ce bien doit travailler. Simplement comme tu placerais toi en bourse, tu placerais dans tel ou tel autre secteur. Donc c'est vraiment deux casquettes qui n'ont rien à voir. Tu as la casquette vraiment de l'investisseur et tu as la casquette de l'entrepreneur. D'accord. À quel moment, du coup, tu l'as évoqué très rapidement, tu dis que pendant un moment, tu t'es vraiment formé, comptabilité par-ci, telle autre chose par-là. À quel moment tu t'es rendu compte, OK, maintenant il faut que je passe à... Lorsque j'étais prof. Quand tu étais prof, enseigner m'a permis d'apprendre énormément. J'avais beaucoup de temps déjà. Je travaillais 18 heures par semaine. Ah oui, ça t'a changé. 18 heures par semaine. Ah ouais, ça m'a changé de fou. Ça t'a changé par rapport à... Tu passes de 18 heures par jour à 18 heures par semaine. Tu vois un peu la diff de fou, quoi. Putain. Et quand je dis ça, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Donc c'est là où tu t'es formé. Et là, tu as beaucoup de temps libre. Donc là, tu avales les livres, tu suis les podcasts, tu te formes énormément. J'ai eu des trucs comme formation coup d'état où ça m'a marqué. Ah, t'as fait formation de coup d'état toi aussi? Tu vois. Donc tu te formes gavé, tu cherches les connaissances, vraiment tu te renforces. Tu prends. T'as dit tu te formes gavé. Oui. Ouais, gavé. Oh my god. C'est quoi ça? C'est un gars de Bordeaux qui dit ça? C'est ça? C'est une phrase bordelaise. J'ai même pas remarqué. T'as dit quoi? Tu te formes gavé. C'est une expression bordelaise. Mon expression m'a trahi, tu vois. C'est bon là, mais c'est bien. Tu représentes toujours Bordeaux, tu vois. C'est important. Non, Bordeaux m'a beaucoup apporté, donc c'est bien. Et donc bref. Ouais, donc t'as profité de ce moment-là pour... Ouais, carrément. Ouais, ok. Donc t'étais déjà dans l'exécution de ton plan finalement. C'est ça. Tu faisais les voyages, t'as découvert les pays, tu fais les dossiers. Il avait de l'argent de côté. Argent de côté, comprendre la fiscalité de chaque pays. Exactement. Et puis en même temps se former. Enfin, c'est... Mais en fait, j'avais un gros volume de travail. La cuisine m'a donné ça. Oui. Voilà. En plus. L'éthique, en plus, c'était déjà là. Tu vois, quand tu arrêtes, que tu deviens prof... Ça, c'est un super pouvoir. Hein. Ouais. L'éthique, parce que même quand tu as eu ces 18 heures... Tu as amorti le truc. Tu t'es dit, OK, ce temps-là, c'est pour travailler. Tu vois, là où tu aurais pu se dire, bon... C'est pour être à la plage. Sauf que tu sais pas faire ça. Non, pas encore. Peut-être que j'apprendrai. Avec l'âge. Avec l'âge, je pense. Parce que je suis encore jeune. Donc Et du coup, quand tu lances Alfira, enfin, du coup, tu vois, ça a été quoi tes difficultés peut-être du départ? La difficulté première, c'est... Je dirais... Déjà, tu as une phase d'adaptation. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais pour moi, quand tu rentres au pays,
tu dois te réadapter à tout, en fait. Parce que tout fonctionne différemment. Les gars, la façon dont les gens réfléchissent, l'administration, l'humain m'a épuisé beaucoup. Comme nous tous. Et continue de me fatiguer un peu. Mais donc, tu as l'humain, tu as l'administration. Comprendre, ça paraît très bête, si tu veux. Mais le fait d'avoir grandi un peu loin de la terre, du coup, tous les moments de backshish, les machins, t'avais pas l'habitude. T'as pas les codes, au fait. Pas les codes pour aller vite, pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. T'as pas les codes. Ouais. Donc, du coup, tu galères un peu. Tu traînes un peu, tu bloques un peu sur les trucs. Ouais, ça, c'est quand tu es trop. Voilà, quand t'es trop choco. Là. Voilà, t'es là, on te bouffe ton argent bêtement quand t'es trop choco, tu vois. Donc, c'est vrai que t'as cette phase-là où tu dois te réadapter rapidement. Mais comme je dis souvent, quand t'es ivoirien, c'est dans le sang. Et donc, ça se perd jamais. Donc, rapidement, en quelques mois, tu réatterris tel un chat sur ses pattes. Donc là, tu dis, bon, ok, je suis au pays, je suis ivoirien. On va bien parler. Venez, on va bien causer maintenant. Voilà. Et c'est à ce moment-là, donc, il a fallu quand même quelques temps pour pouvoir vraiment comprendre dans quelle disposition je dois me mettre. Mais tu crois, avec le recul, tu as le sentiment qu'il y a certaines personnes qui ont voulu profiter du fait que, du coup, tu n'avais pas vécu ici pour... Complet. Ça m'attriste de dire ça, mais il y a un truc qui nous fatigue les repas, c'est la non-fiabilité du système et des gens. Ça épuise de fou. Oui, parfois de ta famille. Hein. Bien sûr. Les gens te volent. Il faut le dire, les gens te volent. Oui, bon, ça on le répète régulièrement. Ça fait partie du game. C'est le premier bâtiment de l'entrepreneur, c'est on te vole. Le deuxième, c'est l'État. Quand t'imposes, quand te redresse fiscalement. C'est ça. Quand t'as eu tes 2 baptêmes, là, tu es prêt. T'es prêt. Là, t'es un entrepreneur africain. C'est hardcore. Parce que les entrepreneurs qui vont venir travailler te surfacturent les trucs. Ouais. Tu vois, exemple type, t'as un type qui devait me faire mon bassin, enfin une petite piscine et tout ça. Le mec, il me fait les devis, il me prend une avance. À l'époque, c'était 10 millions au global. Il me demande 5 millions pour pouvoir démarrer. Sur les 5 millions, il m'envoie du matériel qui va même pas coûter 300-400 000, quelques éléments qu'il dépose là. Et puis bon, il fait semblant de travailler pendant un petit temps, et puis après, tu as plus de ses nouvelles. Wow. Tu appelles, tu cours ici, tu appelles lui qui t'a mis en lien, l'autre même passe plus. Enfin, c'est une galère terrible. Donc, on a tous nos mésaventures en rentrant au pays. Wow. Moi, pas plus qu'un autre. Mais ce côté-là, ça fatigue énormément. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est infopreneur, beaucoup, même ce que vous faites, ce que Philippe Simo fait, ce que Yves, l'investisseur africain, fait, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça permet de baliser le terrain pour tous ceux qui gagnent du temps. Tu gagnes un temps précieux avec ça. Tu gagnes un temps précieux avec ça. Et donc, ouais, ça m'a vraiment fatigué. Et comment tu expliques le fait que finalement Alfera a une renommée assez rapide, je dirais? De ton point de vue, j'ai l'impression que c'est toujours de l'extérieur, nous. Un jour, on va te dire, on parle tout le temps de Villa Fiera. Ça se trouve, lui, ça fait déjà 5 ans, il est dans le bendo là-bas. Toi, tu l'as vécu comment en termes de notoriété, le travail, de se faire connaître? L'élément qui était assez intéressant, c'est que au début, c'est déjà la chose le conseil que vraiment je donne, c'est de venir avec beaucoup d'humilité. Parce que je me suis pris vraiment des claques dans la figure. T'as pour dernière expérience un environnement châtelain, tu es à Bordeaux, les gens kiffent ce que tu fais, tu as du lait, c'est yes, tu vois ce que ça marche. Tu prépares, tu tapes jamais poteau comme moi. Jamais poteau. Tu sers ton mouvement, les clients aiment ça. Ils aiment ta nourriture. Donc tu te dis c'est cool. Ça va le faire. C'est une formalité. J'arrive à Abidjan, les gens vont aimer. Forcément. Au début, tu as voulu faire de la bouffe bordelaise ici. Bien sûr. Bien sûr, mais tout ça, c'est l'apprentissage. Tu vois, tu souffres à la hauteur de la leçon que tu dois recevoir. Tu vois. Et donc, du coup, tu dis non, tu arrives avec une certaine... presque une hauteur. Tu dis, bon, normalement, j'ai l'expérience, j'ai tout ça. Ça va aller. Ça va aller. Non. Là, tu redescends tout en bas, Joe. Chef, c'est pas doux, hein. Ah bon? On m'a dit ça? Bien sûr. T'as dit, chef, c'est pas doux. C'est pas doux. Parce que t'as pas assez d'épices, parce que les saveurs sont différentes, les goûts, les palais sont différents. Les palais sont différents, très vrai. Sont complètement différents. Le même plat, mon traumatisme a été sur un plat que je servais à Bordeaux, tu vois, qui marchait, mon best-seller. C'est quoi? C'était un fondant de saumon acidulé.
D'accord. Tu vois, délicieux, bien fait comme il faut, tu vois, mi-cuit, tout ça. Je sais ça, Abidjan, flop complet, quoi. Non. Le client tape, il finit pas son assiette. Oh, t'as envie de Ah non, pleurer. ça c'est violent. Ça aussi, ça, il finit ça pas. fait C'est mal. vraiment. Il a pas kiffé. Ça c'est vraiment. T'es là, t'as envie de pleurer, Joe. T'es là, tu dis putain, oh. Alors qu'il y avait des applaudissements. Là-bas. Donc là, tu dis, bon, ça là, c'est qu'il faut que on va redescendre tout en bas, hein, et puis on va chercher. À checker poisson. Non, même pas. la technique, non, mais surtout comment est-ce que, qu'est-ce que je peux proposer Aux gens qui veulent, quoi. aux gens et qui va vraiment matcher avec leur palais, leur environnement, ce qu'ils aiment, tu vois. Et puis c'est là où je désemprunte complètement. Tu vois là les techniques. Ça te reste avec toi, c'est à vie. Tu vois un peu les façons de faire. Tu as appris à lever un filet, tu sauras quel que soit l'endroit, le même poisson, tu sais lever un filet. Tu as appris certaines bases de sauce, ça reste les mêmes bases. Maintenant, il faut que tu te tropicalises presque au niveau de tropicaliser ta cuisine. Et à ce moment-là, je commence vraiment à farfouiller, à jammer, à traîner partout, à goûter à beaucoup de choses, beaucoup d'épices. Ah, t'as goûté toi aussi beaucoup. Ouais, énormément. Et puis le truc, les trucs qui a été vraiment très drôle, c'est je me balade, je flâne à jammer, et puis je tombe sur un comptoir avec des mamans qui vendent des médicaments. Des racines, des poivres longs. Comme ça. Je cherchais comment booster ma cuisine. Et donc je tourne, je me dis, c'est intéressant ça. Et là maintenant, je me rapproche d'elle, elle m'explique que non, ça c'est le poivre de Guinée qui soigne ça c'est le féfé, ça soigne ci, ça c'est le pébé, il résout ça. Et je dis, ah intéressant, je peux goûter. Je casse, je goûte, je dis, oh, purée. Ah ouais, nice, ah ouais, non. Ah, je tiens un truc là. Là, tu tiens un truc. Je tiens un truc là. Je dis, ok, maman, ça là, on peut manger, non? Je dis, oui. Bon, tu mets dans la bouteille, tu mets de l'eau derrière, etc. Je dis, ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Qu'on peut bien le manger. Et qu'on prend ça. Je dis, oui, régulièrement, si tu as mal au dos, tu bois telle quantité. Si tu as des problèmes de site, tu bois telle quantité. Lui, tu l'écrases, tu l'appliques ici, ça te soigne. Cette richesse, ce patrimoine qu'on a toujours et que j'ai découvert. Et donc là, je me suis radia complète, je rachète les épices et là, je tombe en laboratoire. Partie créa. Tu crées, tu testes, tu goûtes. Tu jettes, tu testes, tu goûtes. Pour qu'un plat sorte à la carte, tu as, je sais pas, 15, 20, 50 plats où tu as des brouillons, bien sûr. Ah ouais. Pour avoir le bon équilibre, pour sentir que, ok, là, je tiens un truc qui est sympa. Là, la dernière sauce sur laquelle j'ai travaillé, c'est ma sauce lit-mandarine. Quoi? Lit-mandarine. Lit-mandarine. Le lit-mandarine, c'est un agrume, un peu entre le citron et la mandarine. Donc, pas trop acide, mais pas trop sucré. D'accord. Extrêmement équilibré. J'adore. Et donc, il fallait travailler sur la sauce pour vraiment partir de ce jus-là, avoir une sauce qui soit vraiment nice, qui soit bonne, excellente et tout ça. Tu vois. Mais il y a un temps souvent dont on ne parle pas, mais qui est bien là entre cette phase initiale, sa phase où tu crées et la phase où tu proposes le produit. Donc, mais alors, là, tu parles vraiment cuisine, mais c'est marrant. Villa Alfira, moi, j'ai l'impression que c'était plus connu pour les événements d'abord que la nourriture. De mon point de vue. Parce qu'il y avait, moi, je voyais sur Instagram des afterwork. Ouais, Paris Baby. Voilà. Tout ça. Et moi, j'ai connu comme ça la première fois où je suis allé. Mais je ne savais même pas qu'il y avait un restaurant. Est-ce que tu dirais que ça contribue au succès ou toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu sais, une stratégie? En fait, l'idée, c'est que le restaurant, je ne l'ai pas voulu gigantesque. Je l'ai voulu dans mon esprit initialement comme quelque chose d'exclusif. Oui. D'où les salons privés. J'ai jamais été dans une dynamique de communiquer masse sur le restaurant et d'aller sur un format très grand de brasserie où tu fais du volume. Et j'ai été aussi confronté à une réalité financière, c'est qu'il faut à la fin de la journée faire tourner la maison. Et donc du coup, c'est sur l'événementiel que tu vas pouvoir engendrer plus de revenus. Puisque sur l'espace, parce que 3000 mètres carrés pour l'amortir avec un restaurant, c'est impossible. Exactement. Et donc du coup, c'est comme ça que tu bascules sur l'événementiel. Et puis c'est les clients qui te demandent. Faut aussi dire ça. C'est que les clients poussent. Mais ils sont. En plus, c'est bien situé. Ouais, bien situé. Ils viennent, tu installes le restaurant dans une salle, ils disent ouais bon. Ici même,
on peut faire des anniversaires ici. Je dis, bah ouais. Et puis, t'en as 1, 2. Et puis, au fini, dans la semaine, tu te rends compte que ta salle de restaurant est plus une salle d'événementiel que de restaurant. Donc, tu dis, bon, on va basculer en événementiel. Et puis, c'est comme ça que l'événementiel naît. Et puis, tu le fais grandir tout doucement en essayant de proposer aussi une cuisine de qualité. On est à l'heure sur à la fois, même si tu fais de l'événementiel, mais tu dois pas baisser Ta qualité. la qualité. C'est là où je vois que tu dis vraiment que tu réfléchis comme un investisseur, pas comme un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur de restauration aurait jamais dit je veux faire de l'événementiel. Tu vois, c'est un peu trop éloigné. Il aurait pu dire traiteur d'abord, mais événementiel serait pas le truc. Mais toi, tu as l'investisseur qui a le bien foncier à amortir d'abord. C'est ça. Donc, du coup, tu réfléchis énormément à quelle stratégie mettre en place pour pouvoir générer le plus de revenus, quoi. Et puis, sur l'événementiel, il s'est avéré que tu développes l'expertise. Et puis, c'est ce que je faisais déjà à Bordeaux dans les châteaux. Donc, du coup, Ah oui, c'est vrai, dans les châteaux tu crées une continuité. Tu dis, bon, au final, les gens ne sont en train de m'amener que vers ce que je maîtrise déjà. Donc là, tu remets en place, tu formes tes équipes, les process, et tu réutilises tout ce que les façons de fonctionner, les schémas de fonctionnement que j'avais en France, je les reprends et je les réapplique là, ce qui a permis d'aller plus vite que si je démarrais de rien sans éléments de base, quoi. Ok. Moi, j'ai juste 3 petites questions pour toi. Déjà, la première, c'est quoi ce truc que tu trimbales là? Ça a l'air d'être très sympa. C'est un sceptre, c'est pas mal, c'est quoi? C'est un sceptre, c'est mon petit totem. Un totem? Ouais, un totem. C'est-à-dire, explique-moi. Un objet qui ne me quitte quasiment jamais. Ah bon? Sérieux? S'il me quitte, c'est que je suis en train de préparer. Ou que je suis en train de dormir. Sérieux? J'exagère. Mais il me quitte très peu. Ah, il vient il vient de la famille. Ah et ouais? donc, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Il a une valeur plus symbolique qu'autre chose en réalité. Mais comme tout à l'heure, je crois beaucoup à tout ce qui est énergie, à tout ce qui est de l'ordre des choses qu'on ne voit pas, au pouvoir et à la force des ancêtres. J'y crois réellement. Et mon grand-père est avec moi. Ah, c'est lui qui t'a donné ça? Ah, donc, ça, dans les moments parfois, tête un peu tendue, un peu stressée, tu le sors, tu joues avec. Ça va aller. T'as 300 personnes à délivrer. Tu as 4 heures de retard parce qu'il y a eu des problèmes d'électricité, le groupe électrogène ne fonctionnait pas. Tu es donc dans la merde, littéralement. Tu sais pas comment tu vas faire. Parce que le client, lui, même s'il est fautif dans le fait qu'il n'ait pas pu te fournir de fourniture électrique, lui voit juste qu'il n'y a pas eu la bouffe. il va voir qu'il n'y a pas la bouffe s'il n'y a pas la bouffe. Donc, débrouille-toi comme tu veux. Mais délivre. Donc là, tu prends 2 minutes de respiration, de méditation, de calme. Et c'est pour ça que moi, je fais beaucoup d'activités nautiques, de sport, de natation. Les matins, ça me fait beaucoup de bien. Ah, le matin, ok. Ouais. Et à te vider l'esprit, quoi. Ouais, je fais du kayak. Assez souvent, peut-être chaque 2 jours comme ça, quand je peux. Et ouais, ça me vide l'esprit de fou. De fou. Je trouve que l'eau est quelque chose de puissant, en fait. C'est une force incroyable. Mais t'habites à Bassam. Ah, Bassam. Ah oui, je suis un gars de l'eau. Ah, ok. J'habite à Bassam et donc le chalet du chef étant à Bassam, je suis au chalet du chef chaque matin quasiment, ou chaque 2 jours à peu près. Où justement, je prends mon kayak, je vais me faire du bien, je fais le Mais tour. là, tu vas tous les jours, tu continues à aller tous les jours à Villa Alfera? Non, pas tous les jours, mais très souvent. D'accord. Parce que tu as le chalet aussi à suivre. Donc, tu peux avoir souvent des événements sur les 2 côtés. Ouais. D'accord. Donc, quand tu es au chalet, bah, faut suivre les 2, quoi, tu vois. Ok. Donc, Villa Alfera, on va dire 60%. Et puis, 40% du temps, tu suis de l'administration, de l'administratif plutôt. Et puis, sur le second établissement, quoi. Ok. Écoute, ma deuxième question, c'était du coup, est-ce que... parce qu'il y a quand même un cas que tu décris qui, moi, m'intéressait aussi, c'est... Il y a beaucoup de gens ivoiriens qui héritent de terrains et de biens immobiliers et qui, du coup, ne pensent pas forcément à faire des business dessus. Est-ce que toi, maintenant que tu as le terrain et que tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu recommanderais aux gens de faire? Ça dépend de chaque configuration en réalité. Parce que le foncier familial peut être parfois source de conflit. Peut-être parfois plus compliqué qu'autre chose en réalité. Si c'est pour prendre un espace familial, mais sur lequel tu es extrêmement embêté, au final, tu vas passer plus de temps à gérer les conflits qu'à développer ton business. Donc, il faut aussi voir cet aspect-là. S'il n'y a aucun conflit, aucun truc, à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant. C'est un leverage de fou, parce qu'à ce moment, tu peux l'utiliser, même en termes d'assets, pour pouvoir lever, pour développer ton restaurant ou ton business, quoi.
Ok, non, mais écoute, très intéressant. Et du coup, ma dernière question pour toi, c'est... alors, on a eu beaucoup de gens qui font de la restauration ici, mais à chaque fois, j'ai oublié de leur demander, et là, je ne veux vraiment pas oublier, c'est toi, quelle est ton analyse sur le fait que... Là, ça fait combien de temps que la Villa Alfira existe? 6 ans. 6 ans. À Abidjan, c'est quand même relativement long. Ouais. Quelle est ton analyse sur le fait qu'à Abidjan, je trouve qu'il y a beaucoup de restaurants qui naissent, Et qui ferme. qui ferment, font beaucoup de bruit, après meurent. J'aimerais bien avoir le retour de quelqu'un qui est dedans. Étant de partie, c'est difficile de ne pas avoir la langue de bois. Mais pourquoi? Donc, je sors mon joker. Non, quand tu es parti, tu veux dire? Non, dans le sens où je suis restaurateur. Moi, je prie le Seigneur pour que chaque jour est un nouveau défi. C'est pas parce que tu es debout aujourd'hui que demain tu le seras. Donc, il faut aborder tout ça avec énormément d'humilité. Donc, oui, tu as fait 6 ans et alors? Donc, ouais, est-ce que tu Donc, penses du qu'il y a coup- quelque chose qui explique que tu es tenu plus longtemps que les autres? Je sais pas, en fait. Est-ce que ton... En vrai, il y a une part, tu sais, dans chaque succès, faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. Vraiment beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a une part d'irrationnel. Des gens, ouais. Il y a une part que tu ne maîtrises pas. Il y a une part où toi, tu fais ta partition. Moi, ma façon de réfléchir, c'est toujours celle-ci. Joue ta partition, et puis les astres ou l'univers fera le reste. Fais ce que tu as à faire. Mais parfois, tu peux faire le maximum que tu as à faire, et ça ne prend pas. Donc, il y a des gens vaillants, courageux, bons, avec un modèle économique nickel, un investissement bon, un local propre. Et malgré ça, ça ne prend pas. Donc, tu as vu ça à Abidjan? Bien sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de... Je ne vais pas m'aventurer à donner un secret de réussite, quoi Non, que on ce sait soit. pas. Tu vois. Peut-être que Mais tu avais il y a- capté un truc que personne n'a capté. Nous, on sait pas. Non, pour moi, vraiment, la chose plutôt, c'est qu'est-ce qu'il faut faire si on ne veut pas... si on veut optimiser ses chances. Ça, on peut parler de ça. Ouais, ok. Optimiser les chances, ça, oui. D'accord. Mais dire que quelqu'un a la recette du succès, celui-là, je le mets au défi de venir l'expliquer réellement. Parce que pour moi, j'y crois pas. Parce qu'il y a dans toute recette, tu as même si c'est un 10%, mais c'est 10% un peu fait que tu as ou tu n'as pas. Tu vois. Donc, pour en venir à ce que je disais sur le fait, l'optimisation, ça va être de voir le business. Moi, l'approche que j'ai par rapport à Villa Alfira, c'est que j'ai une grande distance. J'ai 2 casquettes, mais radicalement opposées. Il y a le chef et il y a le chef d'entreprise et investisseur. Ouais, qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être ça qui est très dur, je pense. Il peut parfois m'avoir conflit entre l'investisseur et le chef. Réel. Normal, entre toi. Ouais. Bien sûr, moi contre moi, c'est réel. Le moi chef, il a envie d'une chose, c'est que j'ai envie d'investir dans ma cuisine. Je veux me payer les derniers fours. Parce que je vais être à l'aise. Je veux me payer la dernière machine sous vide, les derniers pianos. C'est ça, voilà, t'as envie de te faire plaisir. Mais l'investisseur, il dit, oh, Joe, est-ce que cet achat-là, Il va nous ramener quelque chose. il va ramener quelque chose? Est-ce qu'il est pertinent? Tu l'amortis comment? Fais une analyse financière d'abord. Et seulement si c'est pertinent, tu vas acheter ton four. Mais le four ne va pas être acheté sur la base de ton émotion, de ton envie. Tu vois. Amen. C'est peut-être ça, je pense, qui explique vraiment la différence entre... Et c'est pour ça que... C'est vraiment, dur, ouais. Ouais, c'est dur de jongler sur les deux, parce que pour moi, être restaurateur et chef, c'est terrible. C'est plus facile d'avoir un propriétaire, un owner, qui n'est pas chef. Qui met des limites, quoi. Exactement, qui borne. Au moins, tu sais, parfois quand vous êtes 2 sur le business, mettons, je sais pas, monsieur, madame, à ce moment-là, il y en a un qui sert de garde-fou, qui dit non. Qui dit non, qui retient, tu vois, qui s'occupe vraiment d'être vraiment, et puis l'autre qui est plus le passionné. Donc, tu vois, tu dois jongler entre le passionné intense et en même temps le pragmatique pur, qui analyse les chiffres. Et derrière moi, le restaurant, je le vois pas comme un business comme un autre, avec des métriques, des ratios, des trucs. Chaque jour, j'ai mes tableaux de suivi. Et tu sépares ça... Totalement objectivé. Tu sépares le restaurant de l'événementiel et du traiteur, par exemple, dans Chaque business a son couloir. Le bar a son couloir, parce que la Villa Alfira, j'ai oublié de préciser, j'ai un bar à cigares. Donc, il y a le bar à cigares qui a son couloir. En termes d'investissement, d'amortissement, de recettes, de dépenses. À part. À part. Le restaurant, en lui-même, quand tu viens manger au restaurant en salon privé, l'argent que tu te donnes va dans un couloir différent. L'événementiel, tu reviens à Villa Alfira pour faire une fête, l'argent part dans un autre couloir encore, avec sa réalité en termes d'investissement, de tout ce que tu veux, quoi.
Non, c'est vraiment tu sépares les recettes, tu objectives, et puis tu vas sur un calcul, tu mesures. Pour moi, je le dis, et c'est une des choses que j'ai vraiment gardé fortement d'Oussama Ammar, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Si tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer. Et dans la restauration, comme dans n'importe quel autre business. Et ce qui parfois peut nous pêcher chez les restaurateurs, c'est que on est dans en mode, ok, je fais le restaurant de papa, maman. Et puis on y va au talent. Et puis on est chaud comme ça. Ouais. Non, il n'y a pas de talent dedans. Joe, tu calcules. C'est vrai. C'est ça qui explique aussi, ouais, vraiment. Tu vois, et même sur les 2 établissements, c'est vraiment ça. Au chalet, tu analyses tes investissements, tu les ramènes vraiment à la rentabilité, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté très ancré, très sur terre et puis très financier. Et c'est là où je parlais du fait qu'il faut se former. Ouais. Il n'y a pas de magie. Parce que ça, moi, à Bordeaux, je ne l'avais pas, ça. Ouais. Tout ça, tu l'as appris. Je l'ai appris. Super. Tu vois, je l'ai appris. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là, Kanye. Ouais. Non, mais c'est vraiment passionnant parce que on voit vraiment que tu as un mindset, tu vois, que tu as forgé très tôt et qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Et puis, surtout, ce qu'on aime, c'est que tu as un plan. On n'a parlé que d'une partie du plan, finalement, puisqu'il est toujours en cours. C'est ça. On espère plus tard avoir la suite. La suite, on va être au courant. La suite du plan, et j'espère que ça va inspirer, parce que comme tu le sais, la restauration, ça fait fantasmer quand même beaucoup de gens. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu es la preuve qu'on peut être à la fois passionné par les ingrédients, par la cuisine, etc. Et en même temps, être drivé par le développement de son business. C'est ça. Parce que souvent, les gens vont prendre cette excuse. Oui, ben moi, c'est la cuisine, moi, j'aime ça. Voilà. Mais en gros, tu peux te former et puis avancer, quoi. Donc, vraiment, merci. Donc, nous, on a 2 petites traditions à la fin de chaque épisode. La première question, c'est de savoir quelle est la personne la plus connue de ton répertoire. Téléphonique. Waouh. En tant que restaurateur, là. Il doit y avoir du lourd, là. On est content, là. Voilà, là, on est bien, là. Il y a beaucoup de personnes. C'est difficile, je sais pas. Celui avec lequel j'échange. On n'a pas dit que tu leur parles souvent, on a juste dit tu as leur numéro de téléphone. Tu peux ne jamais leur parler. Moi, j'ai dit, j'ai le numéro de téléphone d'un milliardaire, oui, Anders Okpofsen, mais je lui écris jamais. Mais c'est juste son WhatsApp. C'est Yumi Denzel à ce moment-là. Yumi? Ouais. Mais non, t'es pas sérieux. Il est venu à Abidjan, tu le connais d'où? Ouais, c'est des vraies histoires, ça. Non, mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Ah ben, on va se voir après. Ah ouais, voilà, on tient quelque chose. Il lui a écrit un mail il y a une semaine. Il lui a écrit un mail il y a une semaine. Tiens, voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre? Non, ici en local, c'est Asalfo. Tonton. Asalfo, c'est vraiment le grand frère qui conseille, soutient depuis le début. Ouais, vraiment. Donc, c'est... Ah oui, un seul photo qui peut aider. Non, vraiment, il est vraiment avec moi en termes de... En start même, tu vois, en termes de confiance, en termes de... Ouais, vraiment. Donc, super. Là, c'est le tof. On est content de l'avoir reçu lui aussi. Tu es sur le même canapé que lui, il a été. Donc, c'est le tof. Merci. Et ensuite, le mot de la fin. Le mot de la fin qui, pour toi, va inspirer les gens qui vont mettre un commentaire. C'est un mot le mot qui te vient un peu après cette conversation. Quel est le mot que tu veux qu'on retienne? Déjà, je suis content vraiment d'être avec vous. Merci. Tout pareil, franchement. L'élément qui est important pour moi et que j'aimerais vraiment partager, c'est cet amour pour l'Afrique. On a commencé par ça, j'aimerais vraiment clôturer par ça. Ça veut dire que tout ce que je fais, tous mes business sont drivés par cette et unique chose. C'est même pas la question d'argent. L'argent, pour moi, est la conséquence de cela. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que j'ai pas vraiment... Faut que le truc soit... la direction prise soit bankable à la fin de la journée parce que c'est des business. Mais l'argent doit permettre de devenir plus grand pour pouvoir pousser mes idées plus loin. Je sais pas si on se comprend. Tu vois? C'est un moyen, quoi. C'est un moyen, littéralement. Et c'est vraiment... travailler avec les produits locaux, valoriser les produits locaux, on doit consommer ivoirien. Et à défaut d'ivoirien, on doit consommer africain.
Pour moi, je ne le répéterai jamais assez. Tous mes produits, là, je fais les prestations même pour les plus hautes autorités du pays. Ok. Tu as beau être qui tu es. Moi, je suis chef Kofi et ce que je fais, c'est de la nourriture locale. Je prends mon manioc à Boisseau, mes champignons à Beaunois, ma viande à champignons à Beaunois. Derrière Beaunois, entre Beaunois et à Boisseau, tu as des champignons de palmier délicieux. En passant. Tu vas prendre mes fruits de mer à San Pedro. J'aime ma terre africaine et j'aime viscéralement mon pays. Et je vois ça, pour moi, c'est presque une démarche engagée et militante et je l'assume pleinement. Et chacun des personnes qui vient à la Villa Alfira, je le partage, ça. Je dis bien sûr. C'est une démarche engagée, une démarche également d'inclusivité. Je peux pas, pour moi, être dans un pays avec cette réalité qui est pas toujours facile et puis m'inscrire dans une démarche d'importer. Non, c'est mieux que si Moulay me donne la force en venant au restaurant, cette force-là, mon devoir, ma mission, c'est de la redonner ici en local, autour de moi. D'envoyer à la vieille mère qui est à Korogo qui va pouvoir m'envoyer la farine de mil, qui va me permettre de faire mon pain de mil, mes croissants de mil. J'ai toute une ligne de viennoiserie, de pain. Je veux vraiment complètement switcher. Kader m'a dit que tu devais le fournir en tout sans gluten. Là. Voilà, c'est ça. Et donc, je veux vraiment complètement switcher pour qu'on aille sur comment réfléchir sur le plan gastronomique à révolutionner vraiment à notre gastronomie, à la faire passer au niveau supérieur en étant le plus autosuffisant possible. Et cela est possible. Ça va juste demander un peu d'ingéniosité, c'est vrai. Mais on doit absolument rien lâcher. Et moi, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me fait avancer. C'est vraiment cet espoir d'une Afrique prospère demain, d'une Afrique grande, d'une Afrique belle, d'une Afrique, je le dis, sexy. Tu vois ce que je veux dire, qui donne envie. Tu vois, et elle n'a absolument rien à envier aux autres continents. Non. Tu vois. Tu prêches des convaincus. Amen. Voilà. On aime cette énergie-là, vraiment. D'ailleurs, ils peuvent utiliser Afrique dans leurs commentaires. Complètement. Afrique, complètement. C'est la première fois, je crois qu'on a le mot Afrique. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment un mot, et j'aime cette terre. C'est une terre bénie des dieux. Sérieux. C'est nous qui n'en sommes pas suffisamment conscients. Mais une terre où tout pousse. Tu jettes ton manioc là, reviens, bam, ça donnait. Tu vois, une terre avec un niveau une énergie solaire qui est juste incroyable. Une terre avec des ressources minérales juste dingues. Une terre avec une jeunesse qui est juste incroyable, qui est créative, qui est dynamique, qui a de la force, qui est là. Tu vois, une terre avec tellement de possibilités. Maintenant, c'est à nous de transformer ça. Et chacun dans son couloir doit viser cette forme d'excellence africaine. S'il y a un deuxième mot que j'aimerais, c'est excellence. Excellence. Littéralement. Vous êtes gâtés. J'avoue, aujourd'hui, meilleur Afrique, excellence. On est bien. Voilà, là, littéralement, excellence africaine. Parce que je veux pas voir, j'en ai marre j'ai grandi avec cette image d'une Afrique qui est associée constamment à la misère. Non, ça c'est plus jamais. On doit lutter pour aller vers une Afrique grande, belle. Et pour cela, il faut que chacun dans son couloir, j'aimerais le dire, chacun dans ce qu'il fait. Le plus important, c'est pas ce que tu fais. C'est que ce que tu fais là, tu dois chercher à le faire de la meilleure des façons. Exactement. C'est vraiment ce qui est le plus important. Tu peux être fleuriste, c'est pas ça compte, c'est pas l'élément le plus important. Tu peux être financier, tu peux être, je sais pas, ce qui compte, c'est plombier. Les gens que personne n'estime, mais c'est très Exactement. important. Tu peux être plombier, mais cherche à être le meilleur des plombiers. Fais ta plomberie de telle sorte qu'on puisse te citer comme vraiment, ici vivait un très grand plombier. C'est ça. Tu vois. Et pour moi, c'est cette Afrique-là qu'on doit vraiment pousser. Et c'est pour ça, quand tu fais la démarche qu'elle la tienne, avec Afrique Créa, avec Anka, mec, je suis un grand fan. Merci beaucoup. Tu vois, je suis ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Même chose pour toi avec Totem, tu vois, c'est dingue. J'ai suivi le début de Totem avec Adicom. T'imagines ce que tu as réalisé quand même. C'est incroyable. Réunir autant de gens dans un même lieu, c'est juste oufissime. Adicom, les Adicom Day. C'est ça. Tu vois, et je trouve que c'est ce genre d'énergie-là qu'on doit avoir, qu'on doit pousser, on doit continuer, on doit rien lâcher. Et chacun dans son couloir, j'insiste encore, on doit viser l'excellence. Tu es vendeur, arrête, cherche à être le meilleur des vendeurs. Il n'y a pas de petit métier. Tu es la vendeuse d'eau, sois sur l'alignement de ce bord de route-là, la meilleure vendeuse d'eau. Nettoie tes sachets d'eau comme jamais.
Ok. Comme on dit. Vraiment. C'est Youssoufa qui a une très bonne punchline pour ça, d'ailleurs, de Mon Roi. Il dit si tu ne peux pas faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Exactement. Exactement. Amen. Amen, lyricisme. Excellence. C'est ça. Excellence. En tout cas, Merci. Merci beaucoup, Charlie. entretien Vraiment. excellent. Vraiment. Et vraiment, merci. Merci aussi pour tes mots. Vous savez, nous, en tout cas, ouais, nous, on se bat. Hein. C'est ça, c'est C'est la mission. c'est la mission, C'est c'est la mission. vision. C'est la vision. Comme tu le vois, on prend du temps. Toi Ouais, aussi, je tu as vois. pris du temps. Et voilà, j'espère que ça va aider un maximum. Ouais. Abonnez-vous, c'est gratuit. Parce que là, il y a Exactement. vraiment de la valeur et un parcours exceptionnel. Vraiment. Donc voilà, quoi. Merci Un plaisir. de nous avoir Merci écoutés beaucoup. aussi longtemps et de nous avoir regardés. À la Bye bye. prochaine. À très bientôt. Bye.